Bonjour, amateurs de sport et d'entrevues de fond. Bienvenue à Dread sur le Tape, un nouvel épisode, une nouvelle psychose de ma part. J'espère que vous allez bien parce que cette semaine, j'ai des excellentes nouvelles à vous annoncer. On est lundi, le 19 novembre 2018, date de diffusion originale, mais on est aussi la semaine du Black Friday, 23 novembre 2018, Black Friday. Et pour l'occasion, je me suis dit, Charles-Édouard, qui est Charles-Édouard? No, c'est Gwango. Donc, pour la semaine du Black Friday, on donne un rabais. Il y a des gens qui m'écrivent depuis longtemps, qui me disent « Hey, la mission Forsberg, ça fait longtemps que je gratte mes fonds de tiroir. J'aimerais vraiment ça d'écouter plus de 15 heures de matériel aussi exclusif qu'incroyable. Comment est-ce possible? Vous avez fait ça comme des fous indépendamment. Non, mais ça se peut-tu? Ça se peut-tu? » Oui, ça se peut. C'est la mission Forsberg. Et c'est maintenant possible avec Black Friday jusqu'au 23. Donc, à partir de maintenant, là, effectif maintenant, jusqu'au 23 à minuit, il y a 50% de rabais sur la mission Forsberg, 50% de rabais avec le mot code FOPA50, parce que FOPA, c'est le surnom de Forsberg pour les reals qui savent ça, F-O-P-P-A, FOPA50. 50% de rabais sur ça. On a fait, je vous rappelle, c'est quoi la mission Forsberg? 8 épisodes exclusifs en Suède avec différents invités, dont Marcus Naslund, Peter Forsberg, le président de la Fédération suédoise de hockey. On a 4 épisodes Making of ou Peruse sur le Tom. On raconte tous les détails de notre aventure incroyable. Il y a des bonus features vidéo. Il y a un album photo. Allez checker ça. Ça va jamais être un prix aussi imbattable que cette semaine avec 50%. Ça revient à 25$, qui est, dans le fond, pratiquement le prix que ceux qui ont participé à la mission Forsberg dans la campagne Ulule. Donc vraiment, ça passera pas souvent des petits bonbons comme ça, là, qui goûtent la menthe puis qui laissent une haleine super fraîche. Donc, faut pas 50 pour 50% de rabais sur la mission Forsberg. Et là, il y a des gens qui écoutent l'épisode, qui sont membres Patreon et qui disent, ouais, mais là, moi, j'écoute cet épisode-là 2 semaines d'avance. Ça veut-tu dire que je dois attendre? Non. T'es un membre Patreon, gros big. Sous-estime jamais ta valeur. Et donc, pour les membres Patreon qui écoutent présentement, vous avez, à partir de maintenant, ce rabais-là, vous. Parce que vous êtes 2 semaines d'avance, donc vous avez 3 semaines pour littéralement vous gâter. Là, vous dites, ouais, juste sur la mission Forsberg. Non! Laisse-moi finir. Parlez. 20% de rabais sur toute notre merch sur dreadsultape.com. Je parle ici des hoodies, t-shirts, rondelles, pucks, stickers, Colbert, bien, et oui, tout est à 20% avec le code DST20, Dread sur le Tape, nos initiales DST20. Et ça aussi, à partir de maintenant pour les membres Patreon et à partir de lundi 19 jusqu'au vendredi 23-13. Pas 20, j'ai mangé vendredi 13 et vendredi 23. Non. Jason n'a pas rapport là-dedans. C'est jusqu'au vendredi 23 à minuit. Donc voilà, ce vendredi 23 à minuit, jusque-là, gâtez-vous. D'ailleurs, pour ceux qui se demandent, ouais, mais moi, j'aimerais ça aussi avoir les affaires d'avance, là, puis avoir les épisodes d'avance, puis avoir accès aux bonus, puis avoir, par exemple, être invité au party secret annuel de gratuité, puis toutes ces affaires-là vraiment nice, comme les membres Patreon. Eh bien, c'est un rêve possible. Vous pouvez être membre Patreon, simplement aller sur notre page Patreon, patreon.com/dreadsultape. Je sais que c'est beaucoup de lettres bizarres, donc on a les liens sur nos médias sociaux. Allez checker ça. Vous pouvez devenir membre Patreon pour aussi peu que 2$ par mois et avoir tous ces avantages. Et surtout, nous permettre de continuer à faire Dread sur le Tape pour votre plus grand bonheur. Bref, c'est votre chance de faire le plein de Dread sur le Tape. Ce qui m'amène à l'épisode d'aujourd'hui, que dis-je, je suis allé enregistrer Outre-mer, justement, le premier épisode de Outre-mer depuis la mission Forsberg, et ça s'est passé en France. Je suis allé en France pour plusieurs raisons. Premièrement, j'avais un mariage, des amis qui sont mariés et j'ai été parce que je trouvais que ça manquait dans ma vie de Français sous qui voulaient se battre avec moi très tard le soir. Donc, non, je fais des blagues, mais pas tant que ça. Donc, je salue d'ailleurs les mariés, Amaury et Léo, qui m'ont invité. C'est ça qu'il y avait des fois, tu rencontres un Français à Barcelone en 2009, ça dégénère, il t'invite à son mariage, et là, t'es rendu trop loin dans l'engrenage, tu ne peux pas reculer. Je le salue, Amaury. Donc, super mariage. Et donc, je suis revenu après ça sur Paris. Ils disent pas Paris, sur Paris. Voir mes parents qui habitent à Paris. Et oui, dans un 1,5 parce que les standards d'appartement ne sont pas les mêmes à Paris qu'en Amérique du Nord. Et donc, j'en ai profité pour voir ce que les gens appellent une famille. Et pendant que j'étais là, notre bon copain Sylvain Taillandier, Sylvain Taillandier, sur lequel il va y avoir un épisode complet plus tard cette saison. J'ai quand même pris le temps d'enregistrer un épisode avec lui. Il y en a beaucoup à nous dire sur le hockey français, lui qui est journaliste et que Producer Tom a rencontré dans ses jours à Tours, lui qui jouait pro, donc Sylvain était là. Et donc, Sylvain nous a dit « Hey, écoute, pendant que t'es là, j'ai dit oui, faisons des podcasts. » Il a dit « Écoute, visons le top, le président de la Fédération française de hockey sur glace. » Rien de moins, absolument. Et donc, Luc Tardif est son nom. Et ça a fonctionné. On s'est rendu à Cergy,
aux quartiers généraux du hockey français, Cergy sur la rive nord de Paris. Et donc, merci à Sylvain d'avoir organisé tout ça. Puis on allait avec son auto, tout ça, toute la logistique. Merci, c'était vraiment génial. Et donc, on est arrivé là-bas, on a rencontré Luc Tardif, le président, qui est un gars de Trois-Rivières. Et oui, un gars de Trois-Rivières qui est président du hockey sur glace. Un gars de passion, carrément. Il ne gagne même pas sa vie avec ça. C'est bénévole. Il a une job on the side pour lui permettre d'être président. C'est complètement une autre chose en France. Et on a visité même les installations. C'est tout nouveau là, ce qu'ils ont construit à Cergy, le complexe pour l'équipe nationale. C'est vraiment top-notch, très sharp. Et ce qui m'amène au nom. Vous savez, vous connaissez l'amour des Français pour les termes anglophones. Hein? Ils trouvent ça exotique, ils trouvent ça malade. Donc, ils ont appelé ça, écoutez bien, l'Arène Ice. L'Arène Ice. Donc, un mélange d'arena et de ice. On comprend évidemment la tentative et le processus derrière ce nom-là, et on trouve ça louable. Non, je fais des blagues sur le nom parce que les Français trippent sur les noms anglais, mais c'est vraiment un top complexe, facilité vraiment, puis ça donne vraiment une idée du développement du hockey en France qui, honnêtement, s'en vient très, très, très intéressant. Puis c'est ça qu'on va parler avec Luc en long et en large. Je pense que j'ai assez parlé. On a rencontré Luc le 3 juillet 2018 à Cergy. C'était avec M. Sylvain Taillandier. Et donc, le voici. Sylvain Taillandier, journaliste, et également le président de la Fédération française de hockey sur glace, M. Luc Tardif. Drette sur le tape. Avec David Bocage. Alors, on est présentement sur le vieux continent. On est en direct de Cergy, au nord de Paris, dans les quartiers généraux de la Fédération française de hockey sur glace, qui existe depuis si peu longtemps. Et on est avec nul autre que le président lui-même. J'ai nommé un gars de Trois-Rivières. Luc Tardif est avec nous aujourd'hui. Comment ça va, Luc? Très bien. Oui, ça va bien. Très bien, ouais. Oui, c'est bien. Et on est évidemment avec nous, M. Sylvain Taillandier, qui est notre mentor, notre bouclier dans ce périple français. Salut à tous. Oui, c'est ça. On a fait un épisode ce matin avec Sylvain où on parlait juste de lui. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Luc qui est avec nous. Luc, tu viens vraiment de Trois-Rivières, là, c'est pas une blague. Non, je suis trifluvien. Oui, c'est ça. Oui, bien né à Trois-Rivières, où j'ai joué toute mon hockey mineur pour les Ducs de Trois-Rivières dans la Ligue junior majeure. Oui. Donc, ça fait avant les Draveurs. Oui, non. Puis fini à l'université, puis après, je suis venu en Europe. Hein. Oui, pour ce que tu pensais qu'il allait être 1 an, si je me trompe pas. Exact. Là, j'étais parti pour 1 an, je suis toujours là. Comme quoi, t'es un menteur. Non, c'est pas vrai. Non, je blague, mais comme quoi, ça a dégénéré. Il s'est passé quelque chose. Et ça, on remonte à quelle année à ce moment-là? 75. 75, oui. Moi, je m'en souviens. C'était une bonne année. Non, je fais des blagues. J'étais bien à des années d'être né. Mais qu'est-ce qui était tes intentions à la base quand tu es venu ici? En fait, tu étais un joueur. Il faut dire, tu as quand même joué junior majeur. Tu étais quand même d'un bon calibre. Junior majeur. Puis après, j'ai fait camp d'entraînement des Maple Leafs de Toronto. On m'envoyait dans la Ligue centrale. Puis j'ai fait le choix de revenir à l'université. Donc où j'ai fait mes études, jouer Ligue universitaire. Mm-hmm. Puis après, je me souviens qu'on avait fait une équipe d'étoiles de la Ligue universitaire pour jouer contre l'équipe nationale tchèque au Forum de Montréal. Ah, mon Dieu! Forum de Montréal. Et après le match, où on avait... je me souviens même pas du score, mais apparemment, on avait joué pas si mal. Il y a quelqu'un qui est venu me voir et m'a dit, voilà, l'année prochaine... je m'en vais en Belgique et je monte une équipe à Bruxelles pour jouer en championnat de Hollande. Donc, il y avait Bruxelles, Liège et tous les autres, c'était Amsterdam, Rotterdam. Ouais. Donc, moi, je suis un peu un voyageur dans l'âme. Donc, je me suis dit, aller en Europe, y rester 1 an, jouer, faire le sport que j'aime. Puis en même temps, c'est plus qu'un voyage où je vais créer des cartes postales et je vais prendre quelques photos. Tu y es 1 an pour t'imprégner de ce que c'est, l'Europe, etc. Donc, je suis parti et j'ai fait une saison. Ça m'a beaucoup plu. Je suis resté une autre saison où là, en tant qu'entraîneur, donc jeune déjà entraîneur, j'avais 24 ans. Donc, déjà la deuxième année, ça? Oui, la deuxième année. Joueur entraîneur. Puis après, j'ai connu ma femme, qui est belge. Oh! Et donc, du coup, j'ai dit, on va rester une autre année. Et là, je
je souhaitais changer un peu et j'étais allé à Chamonix, en Haute-Savoie. Et j'étais tombé en amour avec cette place. Je suis un skieur, hein, donc... C'est pas le plat pays, là. Hein. Non, je suis arrivé là-bas. En plus, c'était au mois d'avril, quand la montagne était au plus beau, là. Puis, je me suis fait embaucher à Chamonix, dont j'ai été de 76 jusqu'à 84. Ouais, avec quelques titres de meilleur compteur au passage. Oui, puis c'était le gros club. Hein, c'est le club le plus titré, 30 titres de champion de France. Donc, un espèce de Canadien de Montréal de la Ligue Magnus, le championnat français. Voilà, donc, puis tu restes une année. En plus, on ne sait pas trop comment ça arrive. Donc, en gros, je faisais la saison de hockey, je retournais chez moi au Québec. Ouais. Je revenais pour la saison de hockey. Puis, à un moment donné, j'ai eu un garçon, une fille qui sont allés à l'école. Oh. Puis, on ne sait pas trop quand ça s'est fait, mais j'allais au Québec et je revenais chez moi. À un moment donné... Ouais, le domicile devient voilà, on ne sait pas. Puis après, j'ai commencé, j'ai toujours fait pas que du hockey. Donc, j'avais toujours, puis surtout à l'époque, on jouait une fois par semaine. Donc, j'ai travaillé pour un promoteur immobilier. J'ai fait de la promotion immobilière. Donc, j'ai toujours fait des trucs un petit peu à côté. Mais encore aujourd'hui, est-ce que le président, c'est ton emploi à temps plein? Non, pas du tout. Je suis ingénieur commercial pour une grosse société de construction qui s'appelle Bouygues. Okay. D'ailleurs, qui a travaillé en collaboration avec Pomerleau pour le James. Donc, un gros bétonneux. Ouais. Donc, ça fait 30 ans que je fais les deux. Parce que être président de la Fédération française de hockey, c'est pas un job à temps plein. Non, c'est du bénévolat, c'est de la passion. Non. Oui. Non, pas du bénévolat. Oui. Tiens, je suis juste gêné là, en ce moment. Fait que t'es en train de me dire que... Du coup, je suis moins intéressant parce que je suis Non, au contraire. Au contraire, c'est vraiment l'inverse. C'est plus intéressant puis c'est mystérieux pour un Canadien d'entendre que la job qui est au Canada est une job prisée par des Bob Nicholson de ce monde. Tu es en train de me dire que toi, tu fais ça entre deux jobs. Tu sais, c'est quand même assez... je suis pas malheureux, la preuve. Ben non, là, t'as une larme, les gens ne voient pas. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Pas vrai du tout. Non, mais quand même, ça en dit long sur l'engagement puis de la passion qu'il y a besoin dans cette... Mais après, ça en dit long aussi sur les capacités du hockey français. Ouais. C'est-à-dire, après, moi, j'ai toujours voulu pas mettre mes œufs dans le même panier. Mm-hmm. Donc, puis en même temps, ça te donne d'avoir ça laisse les pieds dans la vie réelle déjà un peu, je pense. Oui, puis on est bien détaché par rapport à ça. On n'est pas... non, ça n'a jamais été un problème. Puis en même temps, je pense que travailler dans un gros groupe comme Bouygues, ça nous amène par exemple, le contrôle de gestion qu'on a ici à la Fédé, il est entièrement inspiré du groupe Bouygues, puis tu as des méthodes de travail que j'ai ramenées ici, comme j'ai emmené des méthodes de travail du sport dans mon entreprise. C'est toujours un échange assez bien. C'est quoi ton rapport, le nombre d'heures que tu fais par semaine, mettons, le nombre d'heures chez Bouygues et le nombre d'heures à la Fédération? C'est un peu plus compliqué que ça. C'est un peu plus compliqué que ça parce que les 8 dernières années, en fait, j'avais à gérer 5 agendas. OK. Ouais. Donc, j'avais à gérer mon agenda professionnel chez Bouygues, celui de président de fédération, donc celui de trésorier de la Fédération internationale. Tu as parlé de Bob Nicholson. Je suis dans le comité directeur avec Bob Nicholson. OK. Et en même temps, j'ai travaillé 8 ans au comité olympique parce que j'ai été chef de mission de la délégation française à Sochi et à Pyeongchang et à Vancouver aussi avant. Donc, mais là, c'était dépassé le cadre du hockey parce que c'était l'entière délégation. Donc, même si ces Jeux olympiques, c'est à tous les 4 ans, il y avait toute une préparation. Puis la 5e agenda, c'est mon agenda familial, quoi. Ah oui, c'est ça. Donc, si tu veux rester donc combien je consacre là et là, j'ai même pas envie de calculer. Non, c'est ça. Et ta femme ça prend une épouse conciliante. C'est ça que j'allais dire, ta femme doit te demander. Sûrement un employeur aussi. Un employeur conciliant. Bon, sachant que chez Bouygues, à partir du moment où moi je suis commercial, donc les prises de commandes, comment tu les fais, c'était pas grave. Puis quelque part, c'est un atout, je veux dire, pas nécessairement président de fédération, parce que je travaillais dans une région dans laquelle j'avais été président d'un club, joueur et président d'un club de hockey, donc
as des contacts facilitateurs avec les associations sportives, les élus, parce que tu les rencontres dans un autre cadre. Donc, on m'a toujours laissé faire, mais en autant que je fasse bien mon boulot, quand même. Ouais. Est-ce que ta femme, c'est la même? C'est la belge? C'est la même. Ouais, je vais fêter mes 40 ans de mariage. Ouh! Costaud, hein, la femme, hein? Première étoile du match, je pense. Juste, Il y a des mots morceaux en plus de T'as- fiston. Là. Ah ouais, c'est ça, parce que parlant de famille, tu as 2 fils qui sont aussi impliqués dans le hockey. Oui. Un qui est facile à reconnaître, il s'appelle Luc Tardif Oui. Jr. Ouais. L'autre? L'autre, c'est mon beau-fils. OK. C'est Jonathan Zwickelt qui a fait 2 Jeux olympiques avec l'équipe de France, Voilà. qui a fait une quinzaine de championnats du monde, je pense, qui a joué en Suède, qui a joué en Allemagne, qui a joué au Canada aussi un peu. Ouais. Et les deux ont joué sur la même ligne à Rouen. Oui. Et honnêtement, je dis vraiment pas ça parce que celui qui est en face de moi, mais c'est une ligne absolument géniale avec Ilpo Salmi Virta là, Ouais. et qui fonctionnait vraiment très très bien. C'était une année néfaste pour Rouen. Ah, t'as de la mémoire, toi, comme tu suis ça? Ça devait être un peu émouvant pour le père, je pense, de Oui, voir. oui, tout à fait. Ouais. C'est pour ça qu'ils n'ont pas le même nom de famille, c'est que l'autre est de la mère. C'est pour ça C'est ça. qu'on ne peut pas reconnaître. Ouais. Et donc, ils ont, c'est quoi la différence d'âge entre les deux gars? Il y en a un qui est né en 75, l'autre en 84. OK, ils ont quand même un Ouais, petit ouais. hockey, donc ils ont été chanceux quand même d'avoir de jouer ensemble. Ils n'ont pas joué 10 ans. Non, c'est ça. Toi, tu n'as pas joué avec tes fils, tu n'as pas eu la chance de jouer. Non, quand même pas. Ah oui, un match comme ça, mais bon. Pour le Par- fun. Oui, j'ai joué une fois. Un match Mais, de ligue ou un? Non, pas du Un tout. match, Pas d'une ligue de garage, mais un Presque. de fin de saison. OK. Ouais, je comprends. Et puis ta fille n'est pas dans le hockey, tout de même, jamais je crois. Non, elle a eu un phénomène de rejet des patinoires. Tu Ben, vois, je sais pas. Mais Ça l'a laissé elle est de au glace. Québec maintenant. Surexploitant, une autre affaire. Elle est au Québec maintenant. Et elle vit à Trois-Rivières, donc depuis 10 Voyons ans donc. maintenant. Et, C'est un échange. Oui, puis c'est un peu drôle parce qu'au Québec, le hockey, tu n'y échappes pas. Donc, Tous les endroits le choisir. voilà, et des fois, je l'ai surpris à m'appeler. Tu auras la possibilité d'avoir des billets pour les Canadiens de Montréal. Donc, moi, je dis, ah bon, tu t'intéresses au hockey maintenant? La réponse était oui ou non, finalement. Oui, tu l'as dit. oui. Puis là, même, j'ai su qu'il y a une espèce de match annuel qu'on appelle même Mémorial. Ouais. C'est de mes chums, là, qu'il y en a un Ouais. qui est décédé, puis ils font puis tout le monde joue, les enfants, les Ouais. filles, puis elle met les patins, puis bon score déjà. Elle a appris à jouer dans la rue avec ses frères, donc elle a un petit quelque chose. Ouais. comme Oh, ça. OK, donc elle sait quand même assez se débrouiller. Elle a pas trop le choix, Parce là. qu'il y avait du costaud. Fait qu'elle, dans le fond, c'est l'inverse de toi. Toi, t'es né au Québec avec un accent québécois, t'es venu en France. Elle est née en France. À Chamonix. Avec un accent français, puis là, elle est allée au Québec après. Ouais, mais là, elle commence à avoir l'accent Québécois. Ouais, Ça commence à pas mal. je vais bien. le d'éteindre, là, mais ouais. Ouais. C'est ça veut dire que l'équilibre se fait toujours au final. Ah, c'est drôle, ça. Tes fils, ils sont nés en France, donc eux, c'est Oui. l'accent français. Là, souvent, ouais. Et ils ont joué aussi pour l'équipe nationale, même si je ne me trompe pas. Oui. Oui, Et, John a joué plus longtemps et Luc a dû faire. Bonne question, ça. 4, 5, 6 ans, je ne sais pas, là. Mais Est-ce que des gens disaient, ben là, on sait bien que tu es sur l'équipe nationale, c'est ton père qui est impliqué? Oui, mais ça. Quand tu es dirigeant, peut-être tes enfants qui jouent. Mais C'était pas une moi, équipe. assez vite, parce que j'étais dirigeant à Rouen, assez vite, je les envoyais ailleurs. Hum. Que justement, ils Ils vivent leurs choses. Oui, c'est ça. Parce qu'après, John c'est a pas eu facile. un bon. C'est pas bonne facile carrière pour à le Reims. dirigeant, c'est pas facile pour le coach, Ouais, c'est ouais. pas facile pour le joueur. Donc, ils sont partis assez vite. Ils ont fait leur truc. Puis, La dernière fois qu'on a parlé de ça au podcast, c'est parce qu'on avait reçu un certain Sébastien Bordelot, Sébastien, oui. qui est très connu des Français. Il y a Ouais, même la ouais, double ouais. citoyenneté, si je ne me Ouais. trompe pas. 3 générations Ouais, de beaux joueurs de hockey. Oui, c'est ça. Ben, Ouais. Paulin, justement. Paulin. Moi, j'ai a joué joué. contre Paulin. Ouais. Bon, c'est ça. Ça, c'est ta génération. Puis Paulin a coaché Sébastien dans la Ligue, pas la Ligue Midget B, dans la Ligue américaine, quand même. Ouais. Et même que plus que ça, c'est sûr que tu connais l'histoire, mais Paulin s'était habillé dans les années... Là, je te parle des années 90, là, pas il y a 50 ans. Dans les années 90, Paulin, à cause de blessures, puis là, à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui, il y avait moins de profondeur, là, puis la structure du hockey n'était pas la même. Et Paulin s'était habillé, il était rendu dans la quarantaine, il était retraité, 44 ans, je pense. Il s'était habillé dans la Ligue américaine avec des jeunes fringants de 25 ans. Puis Sébastien, il ne savait même pas, c'était avant Internet quand même. Il était en haut, puis il a appris ça des semaines plus tard que son père avait joué. Il dit, papa, t'es fou, qu'est-ce que tu fais? Tu vas-tu faire? Puis il avait fait, tu vas voir sur Internet, il avait fait des points. Je ne sais pas s'il avait fait un point par match ou quelque chose. Et il avait dit après ça, Sébastien, là, vous écoutez l'épisode, mais Sébastien nous avait avoué que Paulin, il avait dit par après, là, quand, je me souviens plus quel gars d'une autre équipe, quand il m'a frappé dans le coin, là. Je sais
pense que mes 2 épaules se sont touchées. Mais t'es pas supposé revenir au hockey à 44 ans contre des gens de 25 ans dans leur prime, là, qui sont à un appel de la Ligue nationale. T'sais. Bref. Donc, eux aussi, j'avais demandé à Sébastien, il avait dû dealer avec ça, comment, quand ton père est coach dans une structure où tout le monde veut monter, tu es à un appel, tu sais. C'est spécial. Ça n'a jamais été un cadeau pour les garçons quand je les coachais. Hein. Non, c'est ça. Je crois que c'est plutôt plus... Même à la limite, on est encore plus excessif d'un côté. Mais enfin, on entend presque plus les gens en ce moment pour Marseille, là, tous les ans. Ça revient, je le vois sur le groupe hockey. À chaque fois, ça me fait rigoler. De toute façon, Marseille va être promu directement en Ligue Magnus parce que c'est le club des fils du président, etc. Non, ils font leur petit truc tranquillement, un pied devant l'autre, structurer le hockey mineur. Ils sont en train de bien... Ça va être une belle étape du Tour de France, je pense, parce que puis, très intéressant. Il n'y a pas d'urgence. On a assez vu d'étoiles filantes des clubs puis avec pas de base là. Donc, mais il y a un gros développement dans le sud. Hein, et c'est pas que Marseille. Hein, bon. Mais déjà, la plus grande patinoire qu'ils ont construit là-bas, j'ai jamais compris qui a décidé de construire ce truc-là. Donc, il y a un projet de belles patinoires à Nice. D'ailleurs, ils vont s'inspirer de ce que vous avez vu ici, là, aujourd'hui. Excellent, ça. Puis Montpellier, qui est une bonne base de hockey. Ils vont refaire la patinoire de Toulon. Donc, on a un développement dans le sud qui n'est pas culturellement des places de hockey. Hein. Donc, et dans les grandes villes aussi, c'est très important parce que c'est un gros manque un peu du hockey français d'avoir des places fortes dans des villes, on va dire, moyennes ou avec un grandes, potentiel. mais pas les plus grandes. Et là, on a le projet d'Evry. Il y a Marseille, effectivement. Il y a Lyon et Bordeaux qui sont remontés en Ligue Magnus avec des ambitions, qui ont quand même des belles arénas, etc. Donc, Combien d'équipes en Magnus? 14. 14. Et est-ce qu'ils veulent qu'il y en ait plus ou moins, ou non, on veut que ça reste à 14? Pourquoi pas plus, mais faut pas que ça soit... faut que ça reste naturel. Là, on voit que quand même, maintenant, en Division 1, qui commence à être d'un bon niveau, on commence à avoir des grandes villes qui sont en train de se structurer. Anglette a mis... Anglette, c'est pas une grande ville, mais quand même, c'est un bassin de population. Puis en plus, il y a très soutenu par la région. Près de la frontière espagnole. Hein, ça, c'est... faut y aller. Un truc un peu spécial. La patinoire avec la patinoire sur la plage. C'est incroyable. Donc, oui. et donc, ça fait 2-3 ans qu'ils sont en train de se structurer. Donc, ils sont montés naturellement. On voit leurs équipes jeunes. Là, on a les grandes villes là, qui sont en train... Parce que la Division 1, maintenant, ça joue quand même. Hein. Donc, ça va tout ça va dans le bon sens. C'est la structuration et le financier, évidemment. Le moteur qui reste à consolider, parce que le cap entre D1 et Magnus reste encore important, très important. Oui, sur un match, non. Mais sur une saison... assumer une saison c'est une saison parce qu'il faut que tu joues 44 matchs, donc il faut que physiquement... tu es un préparateur physique, il faut que tu sois habitué à ça, puis il y a un cap à passer. Donc, petit à petit, on va aussi augmenter un peu la D1. Moi, la D1, je voudrais en faire un peu ce que la L2 est au foot, qui est une belle ligue, avec beaucoup de clubs qui ont joué, ils ont des beaux stades, c'est pas un championnat comment dire, au rabais, c'est un championnat à soi. Puis après, il n'y a pas de honte pour certaines villes qui sont plus dans un bassin de population. Je pense à Dunkerque parce que c'est le premier club qui me vient à l'idée, là, mais qui sont structurés pour jouer en D1. Le Mont-Blanc, c'est la D1. Pas, pour pas qu'il y ait d'obsession non plus de Magnus non plus. Parce et qu'on ait un championnat attractif comme est la Ligue nationale B, où tu as la Chaux-de-Fonds, qui sont à Joie, qui sont des clubs avec une connaissance du hockey, mais comme des clubs qui jouent en Ligue américaine, parce que c'est le bassin de population, c'est les moyens qu'ils ont. Il faut trouver la bonne articulation aussi pour les jeunes joueurs français, à ce qu'ils trouvent un temps de glace à un niveau suffisamment intéressant pour être prêts après à jouer en Ligue Magnus peut-être, à des rôles importants. D'ailleurs, c'est ça qu'on voit, parce qu'avant, on avait des jeunes joueurs, ils sortaient du junior, soit qu'ils étaient assez bons pour être capables de sauter une dizaine de marches d'un coup et jouer avec le haut niveau. Puis après, tu as des joueurs qui ont une progression plus linéaire. Il faut des étapes intermédiaires pour qu'ils prennent confiance. Parce que si tu les fais sauter 10 marches, ils retombent. Donc, et là, les jeunes, ils acceptent de jouer en D2, en D1, parce que vraiment, c'est des championnats avec des bons entraîneurs, avec des systèmes de jeu, puis avec de la compète. Hein. Avant, en D2, tu avais des matchs 11-3, des trucs comme ça, où il n'y avait aucune discipline. C'est tout à l'attaque, la défense. Là, partout,
on a du hockey sur glace. Et ça, Justement, Dunkerque était un assez bon exemple avec Amiens. Là, il y avait deux jeunes, un international jeune et un international A même. On commence à avoir des équipes 2 qui sont tous des jeunes. Hein, Les équipes de Division 2, ça? Oui, on a une deuxième équipe de Rouen qui joue, on a une deuxième équipe de Strasbourg qui joue, et là c'est entièrement des jeunes formés au club qui jouent en D2. Donc il y a une deuxième équipe dans la ville, ça veut dire. C'est ça. C'est le même club même, mais c'est porté plutôt par l'association, peut-être plutôt du coup pour le. Oui. Voilà, c'est ça. Mais il y a Puis là on commence à avoir des clubs fermes, c'est-à-dire avoir une équipe de haut niveau qui s'associe à un club de D1 pas loin. Comme Grenoble-les-Vosgeny, par exemple. Ah oui, voilà. Et les joueurs peuvent faire des passerelles, un peu comme la Ligue américaine. Où le joueur, ils ont besoin de joueurs, ils montent. C'est bon pour le développement. Ouais. Dans l'idéal, le joueur sur son territoire doit pouvoir jouer au meilleur niveau possible au moment de développement où il en est. Et c'est sympa d'avoir des joueurs qui sont en U20 élite, en 18 élite. Et après, on a fait la réglementation pour qu'il y ait cette souplesse possible de passer d'un à l'autre. Bon, après, il faut veiller à ce qu'on ne tire pas trop sa corde et les faire jouer trop. C'est un autre sujet. Je comprends. On est présentement à la Fédération de hockey sur glace et c'est cool qu'on puisse parler de la Fédération de hockey sur glace, mais ça fait pas si longtemps qu'on peut parler d'une fédération. Ça fait depuis quelle année que ça 2006. 2006, donc ça fait 12. 30 avril 2006. 30 avril de la Fédération. Une date très importante quand même. On comprendra avec le travail qui a nécessité. Mais pourquoi ça fait seulement 12 ans dans tout l'historique? Et dis-moi qu'est-ce qu'il y avait avant, parce que honnêtement, pour un Canadien, c'est quand même ludique, là, puis ça fait sourire, mais avant, l'association de hockey sur glace était associée à d'autres trucs, c'était? Oui, avant, on était dans la Fédération française des sports de glace. Le hockey était une des 14 disciplines qu'il y avait là-dedans. On était avec le patinage artistique, le patinage de vitesse, le squeletton, la luge, le bobsleigh, le curling. Donc, vous n'aviez même pas votre fédération? En tout cas, il y en avait 14, et dont le hockey. Ouais. Donc, on a été une de ces 14 disciplines. Mais vous n'aviez même pas votre fédération à vous? Non. C'était des sports quasiment que olympiques, sauf le hockey qui pouvait avoir son championnat, etc. Donc, c'était un non-sens. Pourquoi ça a pris autant de temps avant que vous ayez votre fédération? Ça a pris, parce que, je veux dire, nous, on y est arrivé en 2006, là, mais de tout temps que j'ai été en France, le hockey a toujours demandé son indépendance. Toujours. C'est un truc de 30, 40 ans, et même autant que je me souvienne, il y a toujours eu une volonté du hockey de sortir de s'émanciper des sports de glace. Mais c'est un système, il y a le ministère qui donne les agréments aux fédérations pour s'occuper du ski nautique, les sports de glace qui étaient regroupés, le ski, le roller. Donc, c'est le ministère qui décide de donner les agréments pour que la fédération puisse gérer le sport. Okay. Elle lui donne aussi des moyens financiers et des cadres techniques d'État pour gérer ça. Donc, c'est le ministère qui décide. C'est quoi la grosse différence du hockey français depuis que vous avez une fédération? Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? Avant... Et je le pose naïvement. Oui, c'est parce que c'est tellement... Ça va à plusieurs niveaux. Tellement difficile à expliquer. Je vais je vais te parler d'avant. Ouais. Avant, je vais te parler d'avant, puis après, avant et après. Avant, donc, moi, j'étais président du hockey dans l'ancienne fédération, dans la Fédération des sports de glace. OK. Donc, puisque j'ai dû commencer à gérer le hockey en 2000, je pense, avec la création du Super 16, où on avait fusionné entre la D1 et la D2. Donc, en fait, c'était le patinage artistique qui gérait la totalité des sports. Ça a toujours été... parce qu'ils étaient mieux organisés politiquement. Et le hockey, on était un peu nuls pour s'organiser. Tu sais, on était dans des guéguerres de... les Alpes contre les plaines. La montagne contre la plaine. On était divisés, tu n'arrives à rien. Donc, puis en plus... on dirait qu'on n'avait pas personne qui s'investissait dans le côté gestion politique du truc. Comment on fait pour revendiquer que nous, il nous faut ça pour le hockey qui se développe? Il n'y avait pas une culture de il n'y avait pas de leadership au niveau du... Il n'y avait pas de leadership, il y avait... Puis il y avait pas on était désorganisés. Ouais. Désorganisés et divisés dans des espèces de guerres de clochers que
que les gens perpétraient en sachant même plus pourquoi ils s'aimaient pas. C'est je donc, comprends. à peu près. Donc, quand j'ai commencé à m'occuper du hockey à l'intérieur, je dis bon, par où on commence? On a dit on va commencer déjà par structurer notre Ligue Magnus parce que de 90 à 2000, pendant ces 10 ans-là, 8 fois le champion de France a déposé le bilan. 8 fois. C'est-à-dire, en gros, les gars, ils partaient. Qu'est-ce que vous voulez dire déposer le bilan? C'est-à-dire banqueroute. Financièrement, ça veut dire tu es champion, puis après au revoir. Tu fermes la... Après, tu déposes le bilan, tu n'existes plus. Donc, dès qu'ils gagnaient le championnat, plus capable les gars, ils financièrement dépensaient d'assumer l'argent le qu'ils suite. n'avaient pas. Ouais. Ils étaient champions, ils levaient le trophée. Tu te payes une et équipe un que mois tu peux après, pas avoir, et puis c'est banqueroute. terminé après. voyons. Oui, c'était comme ça. C'est Et en gros, tout le monde faisait n'importe quoi. Et du coup, quand il y en avait un qui faisait des folies, les autres suivaient. Et donc là, en 2000, quand j'ai repris le truc, j'ai dit, bon, on va essayer de mettre en place une commission de contrôle qui va avoir un œil sur les finances. OK. Voilà. Ça, c'était la première étape, vraiment. Donc, où là, les clubs, ils devaient donner un budget prévisionnel. Il y en a beaucoup qui n'avaient jamais fait un budget prévisionnel. C'est là-bas que je te pousse. Tu sais, on part, on a de l'argent jusqu'au mois de décembre, puis après, si on gagne, on ira voir la mairie. Tu sais, c'était comme ça. Donc, Mon Dieu, mais c'est folklorique. ah oui. Donc, on avait des trucs à géométrie variable. L'année d'après, il y avait un club qui disparaissait, il descendait en division 3, où on le gardait parce que les règles n'étaient pas tout à fait strictes. Ouais. Et puis, du coup, ça poussait les autres au crime, tu sais, parce que eux, ils étaient attirés, les autres, ils sont tellement forts, nous, on va faire des folies aussi, puis bon, Il fallait des règles communes, c'est claires. n'importe quoi. Donc, on a mis en place une commission de contrôle. Et là, les clubs, au début, ils disent non, on donne pas les trucs, nous. Hein, il a fallu les discipliner à donner les éléments financiers pour les valider. Puis surtout, les piloter. C'est-à-dire là, ta masse salariale est trop forte, il faut diminuer ta masse salariale, puis tu nous donnes les contrats des joueurs pour qu'on puisse vérifier que tu ne dépasses pas le truc, tes engagements. Puis après, ça a dû déranger des gens, ça. Non? Oui, mais c'est tellement le désert que il n'y avait pas tellement de choix. La Ligue Magnus, notre ligue professionnelle, il restait 7 équipes. Et 7 équipes, je compte Besançon, qui est mort-né. Il y avait 2 équipes qui étaient en santé. Tu en avais 2 tu te demandais comment ils étaient encore debout, puis tu en avais 2 qui étaient en apnée. C'était du domaine de la mystique qui était encore vivant. C'était ça. Et il y avait la division 1 en dessous, où les gars, ils gagnaient le championnat, ils ne voulaient surtout pas monter. Parce qu'ils disaient, on ne va pas jouer avec les fous. Donc, c'était ça. On a mis en place la commission de contrôle, on a mis des règles, on a mis un plafond salarial. On a été les premiers en France à mettre un plafond salarial, même, je pense, avant la NHL. Ben, c'est sûr, ça fait pas longtemps, la Ligue nationale. Non, avant la NHL. Après, on a fait une fusion entre l'élite et la division 1. Okay. Une fusion forcée, parce qu'au départ, j'ai essayé de faire des réunions dans lesquelles on trouvait des accords et on n'y arrivait pas. Mais je te parle de ça, j'ai mis 1 an et demi. Je pense que si j'avais réglé ça, je pourrais régler la guerre en Irak. Donc, conflit israélo-palestinien, ça va on a passer, fait une fusion. Hein? J'ai dit le conflit israélo-palestinien, c'est parce qu'ils t'ont pas demandé encore. Non, mais j'ai déjà assez... Donc, on a fait une fusion et là, on a fait une ligue professionnelle avec... c'est le Super 16 qu'on n'a jamais été à 16, mais avec 15 équipes. Ouais. Et là, on a essayé d'organiser le calendrier parce qu'on faisait un mélange entre des équipes dites professionnelles et des équipes semi-professionnelles. Donc, on a organisé le calendrier pour jouer quelques fois en semaine, mais pas trop, pour les habituer. Puis finalement, ceux qui sont montés sont aperçus que c'était pas mal. Puis avec les plafonds salariales qu'on a mis, l'équilibre, une forme d'équité sportive. Et les présidents, ils dormaient mieux. Tu sais, et il y en a beaucoup qui ont profité pour se faire une santé. On a commencé à voir arriver plus de jeunes joueurs français parce qu'avant, tu avais des équipes avec 18 étrangers. C'était le hockey français, ça. Tu avais 2 Français, ils faisaient l'échauffement puis ils rentraient sur le banc. Moi, je vois pas en quoi ça fait progresser le hockey français, mais c'était comme ça. Donc après, on a commencé à mettre des règles. Mais là, on a la loi européenne. On pouvait pas... donc, on a mis les joueurs formés localement. À l'inverse, vous avez voilà, on a fait l'inverse, mais à chaque fois en faisant attention pour être conforme à la réglementation européenne. Ça, faut bien le dire, parce qu'il y a toujours la tentation des gens de dire on fait pas assez pour nos jeunes Français, etc. Mais il y a un cadre européen aujourd'hui qui est incontournable. Et on s'est même fait attaquer là-dessus. Et on a eu gain de cause parce qu'on a fait quelque chose qui tenait la route, qui n'était pas discriminatoire. Donc, qui laissait de la place à nos jeunes joueurs français, mais qui n'était pas discriminatoire.
Et là, la Ligue Magnus non, c'était pas la Ligue Magnus. La Ligue Magnus a commencé à prendre ses marques, puis ceux qui y étaient, ils voulaient y rester. Donc ça, c'était bon signe. Et la fusion, elle s'est faite tranquillement, puis on a commencé à progresser, etc. Puis on a commencé à être plus pointu en ce qui concerne les règles de gestion. Puis on n'a plus eu de dépôt de bilan. Avant, la commission de contrôle, elle faisait des avis de décès. Ils sont morts. Là, on maîtrisait. On dit, attention, il faut vous réduire votre masse salariale. Et on a eu des clubs qui ont été en difficulté, mais qui ont passé des périodes de voilà, Ouais, qui ont passé ces périodes-là. Puis il y a eu quelques chaos avec la finale Mulhouse-Tours. Mais c'est sans doute la dernière fois que... C'est ça. Cette année-là, on a envoyé en Division 3 le champion et le vice-champion, ceux qui ont fait la finale. Les deux Ils n'ont pas respecté, boum. Il y a d'ailleurs pour parler de de Magnus à Détroit. Ouais. Et pour la difficulté d'ailleurs de parler de la difficulté des règlements, etc. Tours a réussi quand même à se faire qualifier en D2. Au final, après moult, pour dire que oui, il y a une force de décision à la fédération. Ouais. Mais il y a quand même des lois générales et européennes quand j'ai pris la décision d'envoyer 2 équipes en Détroit. Mais il fallait le faire. Il fallait le faire et d'ailleurs les 2 équipes ils sont venues. Dans les bonnes conditions, dans les bonnes conditions. On remontait un à la fois les années. Voilà. Et on a commencé à structurer ça. Et là, maintenant, on a des chefs d'entreprise qui sont capables de mettre des choses en commun. On a passé à une autre étape parce qu'on était le championnat qui jouait le moins de matchs. On faisait un aller-retour, on jouait 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, 1 fois par semaine. Et le problème, c'est que nos bons jeunes joueurs, ils disaient on va aller jouer à l'étranger parce qu'il n'y a pas assez de matchs. Oui. Les joueurs professionnels, ils disaient je vais aller en France quand je serai à la retraite parce que c'est 1 fois par semaine. Mais une ligue de garage pour eux. Voilà. Ouais. Puis les agents, ils ne faisaient pas trop de pub non plus. Non. Donc, à quel calibre tu comparerais la Ligue Magnus? Maintenant? Pour les Nord-Américains, disons en 2018 pour être dans l'actuel. La LNB, c'est sévère ou... Non. C'est à peu près ça? Oui, mais là, il veut plutôt des rapports du Canada. Je dirais pour les Moi, je dirais Ligue universitaire un peu. Peut-être... Universitaire canadien. Oui. Donc, on pense à McGill, Concordia dans ces eaux-là. Oui. Peut-être un petit peu... C'est dur de comparer parce qu'il y a quelques joueurs de très bon calibre maintenant. Donc, toi, tu comparais à la Ligue nationale B en Suisse pour ceux qui ont référence. C'est ce qu'il y a de plus proche, je pense, à peu près en Europe. Puis, on réduit l'écart. C'est ça. À chaque année, là. C'est-à-dire que tu mettrais les équipes de bas de tableau de LNB ne seraient pas championnes en Ligue Magnus, je pense pas. Okay. Et là, on est parti sur un autre projet pour régler ça, là, pour éviter l'exode de nos jeunes joueurs à l'étranger, en sachant qu'on a toujours fait la promotion des bons jeunes joueurs qui s'en vont à l'étranger, quand ils étaient prêts, quand ils étaient formés. Mais on a eu beaucoup de pertes. C'est des fois, on va aller jouer à l'étranger pour aller jouer à l'étranger, puis les gars, ils revenaient au bout de 2 ans. Tu te demandais s'ils n'avaient pas été dans les tunnels, alors que les nôtres progressaient. Oui. Donc, on a évité, maintenant, il n'y a plus cet exode, parce qu'il fallait structurer nos championnats juniors, qui n'étaient pas bons. Parce qu'on avait un problème aussi, c'est que il y avait 4 clubs forts qui drainaient tous les bons joueurs. Et là, c'était un problème, parce qu'en gros, quand tous les bons jeunes joueurs juniors et cadets, c'est midget, étaient concentrés dans la même équipe, le championnat était valable et compétitif que quand ils se rencontraient. Et ça ne faisait pas un championnat équilibré, donc c'est pas propice à de la discipline quand c'est facile. Et là, on a mis en place des règles pour éviter les mutations. Parce qu'en gros, les gros clubs structurés, ils avaient arrêté de former. C'était des recruteurs. Il suffit d'aller prendre les meilleurs ailleurs et puis tu te Et là, on les a restreints. C'est pas évident. On les a restreints par le nombre de joueurs mutés. Et du coup, ils sont remis à... voilà. Puis après, nos championnats juniors, maintenant, ils sont costauds. Ouais. Nos joueurs restent là. Il y a toujours les très bons que, de toute façon, ils vont partir. Est-ce que ce que tu me parles, le développement, est-ce que c'est pas un peu à l'image d'Alexandre Texier, dans le sens que finalement, un joueur qui sort de la France... Alexandre Texier... Symboliquement, c'est fort. C'est à la création de la fédération, on a mis en place un plan de développement, de détection dans les régions, et après U16, U18, U20. Et Alexandre Texier, c'est le premier produit de ce plan de développement qui a mis 10 ans à éclore. Ça prend ça. Hein. Lui, c'est ça, son année de naissance, c'est quoi? C'est le 2000, j'imagine, son année de naissance? Donc, dans ces eaux-là. C'est ça. Et en même temps, il faisait partie de l'équipe des 18 ans qui sont montés en groupe A.
Voilà. Toute cette génération-là. Là. Donc, c'est le plan de développement. D'ailleurs, on s'est inspiré beaucoup de Hockey Canada et Hockey Québec Oui. pour ça. On l'a mis ça à notre sauce, Oui. parce qu'il y a les réalités françaises, tu vois. Certainement. Mais c'est un peu le poster boy, Alexandre, de regarder, ça peut fonctionner. Oui. Et c'est un gars entièrement formé chez nous avec l'encadrement. Un petit gars de Grenoble. C'est ce qu'on se disait, c'est qu'imaginer des scouts de Ligue nationale dans les tribunes de Français, c'est complètement fou. Maintenant, on joue les championnats de 20 ans et il y a les scouts. Hein. Ben, Mais pas que pour nous, hein, parce que sûr. ça a commencé avec Certainement. Kopitar. Ouais, en Slovénie. Ça a commencé avec Kopitar, puis après ouais. Kopitar, ils ont dit tiens, il y a des bons joueurs là-dedans. Puis là, maintenant, on a organisé les championnats du monde, il y avait 30 scouts. Ouais, la Ligue nationale a énormément progressé dans son rapport à l'Europe de manière générale C'est sûr. au fil Est-ce que des tu années. est-ce que tu es en contact avec Alexandre Texier? Oui, ben oui. Encore aujourd'hui, est-ce que Il s'est fait opérer, là. Ah, il s'est d'une fait- épaule. Ouais. ah oui, après une saison. Il a fait un premier championnat du monde top. Ben ça c'était cette année. Ouais. Oui, j'ai vu une vidéo qu'on peut voir en ligne. Où, Ouais. Puis en plus, il a pris cette année. Pour nous, on est parti jouer les championnats du monde. On avait 7 joueurs qui n'avaient jamais joué les championnats du monde. Des juniors ou seniors première année, c'était leur premier championnat du monde. Ouais. On avait Christo qui arrêtait. C'est sa première année qu'on jouait sans Christo. Oui, c'est vrai, c'était Donc, ça. pression sur les deux gardiens. On n'avait pas Pierre-Édouard Bellemare, on n'avait pas Roussel. On avait Johan Evitou qui était arrivé blessé. Stéphane Dacosta aussi. Qui est arrivé ouais. blessé. Puis en même temps, en tout cas, on avait une équipe Ouais. vraiment jeune. Puis écoute, Ça a bien été quand même. ouais. Ça a bien été. Puis Texier s'en est bien tiré. Oh, Est-ce que c'est toi qui as eu, pas c'est toi, mais est-ce que tu as eu une influence dans sa décision d'aller en Finlande plutôt que d'aller, par exemple, dans le junior canadien ou les autres options qui s'offrent à lui? C'est pas quelque Non. chose que tu as décidé avec lui? Non, sauf que nous, la plupart du temps maintenant, quand les gars, les bons joueurs, ils veulent aller jouer, et naturellement, c'était le cas de Pierre-Édouard Bellemare quand il est parti. En Suède. Ouais, voilà, il a fait tout son. En plus, moi, je le connais bien parce qu'il est passé à Rouen. Puis à un moment donné, il était mûr, là. Tu voyais que là. Le plafond de verre. Voilà. Donc, on a eu des discussions avec Lexan à l'époque. Et Lexan, le directeur sportif, c'était Longstrom, qui était entraîneur de l'équipe nationale, qui a coaché Reims, qui était champion en France, donc qui connaît, qu'on se connaît. OK. Et on a facilité le passage. On savait qu'il était en de bonnes mains. On savait qu'il allait être libéré. Puis après, il est monté plus tard. On a 4-5 clubs comme ça avec lesquels on a des rapports privilégiés. Mais son choix d'aller en Finlande, c'est lui. Alexandre, ouais. Et donc, la seule chose, c'est que nous, on avait, après, à partir du moment où la décision a été prise, on a facilité après Le transfert. ouais. Est-ce qu'il y en a beaucoup des joueurs de haut calibre comme ça, français, qui s'exportent? Regarde, on a Bertrand qui a Ouais. fini Top scorer. le meilleur buteur dans le championnat de De Finlande. ouais, de Finlande. Incroyable. Et là, qui Il s'en va jouer en KHL. Là. Ouais. Ce qui est énorme pour lui. Et il y a quel âge, Charles Bertrand? Il est fin vingtaine, peut-être, déjà? Et Ouais, il doit 27, 25, 26. 26, 27, ouais. Est-ce que c'est des gars que tu t'imagines sauter en Amérique du Nord ou pas nécessairement? Mais il y a un moment donné, il a raté le draft. Tu sais, parce qu'il était dans les... il a raté le draft. Mais on se pose la question, parce qu'il y a une question de profil. On en a beaucoup parlé, Ouais, sur en le fait que rôle. ce soit pas totalement hasard si des C'est joueurs vrai. comme Roussel et Bellemare aient trouvé une place Ouais, une niche. avec leur leadership, avec ce qu'ils peuvent apporter, etc. Mais des joueurs vraiment dominants techniquement, comme on peut en avoir quelques-uns, c'est beaucoup plus dur, à mon sens, Ouais. pour eux de se faire... Parce que ce sont des joueurs qui ont besoin de jouer sur les premières Ouais, lignes, bon, en les sachant- deuxièmes lignes, En sachant que Pierre-Édouard, il sait faire autre chose aussi. Ouais. complètement. Ouais. Ah, complètement, on parle. Mais s'il avait su faire que ça, que Oui. son talent technique, je pense qu'il n'aurait pas réussi en NHL. Pareil que Stéphane Dacosta, pareil jamais. que... Bellemare était un top scorer dans la Ligue suédoise. Ah oui, il a fini premier comptant Et, dans la première ligue suédoise. Il a été choisi meilleur joueur étranger dans la top ligue suédoise. La Ligue nationale, on a peut-être une place pour toi sur la troisième ligne. Là, il était même Mais c'est quatrième. normal. Mais il sait faire ça parce que c'est un joueur d'équipe. Ouais, C'est ouais. pas compliqué. Il se retrouve après deux ans avec un A. Après 2 ans, même première année à Vegas. Avec Et puis on a vu à Philadelphie le fait qu'il soit plus là non plus. première année à Vegas, c'était un des leaders, évidemment. Ouais. Mais Clairement. il sait faire autre chose. Non, je c'est sais. sûr. Mais non, mais on Ouais. l'a vu, c'est un joueur En qui a équipe des de France, habiletés. il a un Il y a autre des rôle. mains, il y a des mains quand même, Pierre Dor. Mais on va. Je pense qu'on va en voir plus. Il y a Johan Ovitou qui est un super joueur. Je pense qu'il n'y a pas eu de chance que ça soit à New Jersey parce que
C'est compliqué quand tu arrives et que tu as des joueurs à placer, des contrats, c'est pas toujours la logique. Hein. Puis d'ailleurs, j'ai l'impression qu'il y avait une question. En fait, il est tombé vraiment dans des franchises hyper nord-américaines dans l'état d'esprit, le fonctionnement. Ouais. Je suis quasiment sûr que tu le mets à Détroit, au même moment, par exemple, qu'il y a une équipe qui a été habituée à intégrer des Européens, etc. Il lui aurait laissé de l'espace pour se développer, etc. Même si on n'est pas objectif, moi, chaque fois qu'il a joué avec Houston, Edmonton, putain, il jouait bien. Après, il se retrouvait dans les gradins. Donc, du coup, alors qu'en Europe, il est super connu. Il était meilleur défenseur du championnat finlandais. Quand même. Ah oui, c'est pas rien. Et là, il va jouer en KHL l'année prochaine. Je pense que la NHL n'a pas regardé non plus le championnat du monde en France parce qu'il le dévalorise. Parce qu'honnêtement, je le disais et je le pense vraiment. Après, il y a des profils. Puis je sais, moi, que tu as des gars repêchés, il faut des places. Tu as une logique des fois qui n'est pas toujours logique. Et qui l'a frustré au fur et à mesure du temps. Aussi. Il y a beaucoup de bon, après, j'essaie de tempérer mon objectivité, mais nous, on le connaît. Et des fois, c'est un peu... Au championnat du monde en France, pour moi, c'est quasiment le meilleur défenseur de la compétition. Quoi. Il y avait quand même Colton Parayko qui est venu, il y avait quand même du calibre solide, mais il sait tout faire. Est-ce qu'il y a des jeunes joueurs montants un peu qu'on devrait connaître? En 20 ans et en 18 ans, on a une... Là, ce qui est bien, c'est qu'avant, on avait une génération comme ça. Ouais. Puis après, c'était très... up and down. Voilà. Là, on commence à avoir... c'est homogène. Donc, cette année, avec les 18 ans, c'est la première fois qu'ils montaient au niveau. Ça n'a pas été facile. Mais c'est une première expérience. Il y a une culture qui se crée. C'est ça. Et là, ils ont joué... Puis des jeunes défenseurs qui sont maintenant qui ont fait leur première grande compétition avec les Bleus. Honnêtement, tous les observateurs, on est quand même très inquiets de la défense française où on n'avait pas une marche terrible, on avait l'impression. Et là, il y a deux jeunes, on va pas dire sortis du chapeau, mais et ils ont été très rassurants. Ils ont pris la place même pour certains d'anciens un peu du groupe, donc c'est très prometteur. Tranquille. Comment tu te sens de voir ça alors que ça fait des années que tu travailles pour un peu l'établissement? Comment tu te sens quand tu vois ça? Quand ils vont à NHL, on est un petit peu partagé parce que on n'est pas sûr de les avoir pour les championnats du monde. Non, mais donc, aussi, je parle de voir les gars des 18 qui qualifient, de voir, je veux dire, pas juste les gars à NHL, mais bien de voir la culture qui s'implante. Ça, c'est notre récompense. Hein. C'est quand même... C'est notre récompense. Puis en plus, il y a un truc sur lequel on n'a pas parlé. Ouais. C'est l'équipe de France, là, entièrement formée, 100% pure laine française. Ouais. C'était loin d'être une évidence. Parce que, je veux dire, on a fait les Jeux Olympiques, il y avait 55% c'est des étrangers naturalisés. Hein. Là, c'est notre production. Ça, c'était à quel moment, ça, 55% des produits étrangers? Les Jeux Olympiques à Albertville, là, quand on a joué quart de finale contre les États-Unis. Donc, Albertville, c'était quelle année, ça? En 92. OK, donc ça remonte quand même. Là. Donc là, à ce moment-là, c'était du monde. Toi, tu étais là à ce moment-là? Comme joueur? Non. Oui, 92. Non, j'ai arrêté en 90, moi. J'ai arrêté à Rouen en 90. Donc, tu étais fraîchement retraité, tu étais dans l'organisation? Ou... Non, pas du tout. OK, pas du tout. Donc, pas du tout. En fait, j'ai arrêé en 90. Après, j'ai commencé chez Bouygues. Donc, c'est ça, là, les 8 premières années, là, c'est pas très hockey, là. Non. Puis après, en 96... le dernier de mes fils, il jouait à Rouen. J'ai dit, tiens, je vais leur donner un coup de main. J'ai commencé à coacher. On met le doigt là-dedans. J'ai commencé à coacher, puis après, ils ont dit, tiens, pourquoi tu ne serais pas président? Voilà, OK. Puis après, on a créé le centre de formation. Parce qu'il y avait, avant, il y avait en haut, mais il n'y avait rien en dessous. Hein. Puis là, maintenant, le club de Rouen, comme club formateur, on a tout commencé ça. Et c'est pour ça qu'on m'a demandé d'aller... ensuite à la Ligue, ensuite à la Fédération. Et puis pour continuer l'histoire, hein, parce que ta question à la base, c'était pourquoi vous avez créé la Fédération. Oui. Donc, et après, je suis arrivé à la Fédération et là, j'ai vu comment ça fonctionnait et à chaque fois, il fallait aller mendier. Puis en même temps, il y avait un truc là, sans être... sans penser que tout le monde nous en veut. Il n'y avait rien qui était fait pour que le hockey sorte la tête. Et quand on sortait la tête, il y avait un contrat télé pour le patinage. Et nous, on était en dehors de ça, mais on ne pouvait pas traiter un contrat télé. On ne pouvait pas avoir nos sponsors. Il fallait mettre ça dans un pot commun. Il n'y avait rien qui était fait pour... La cohabitation n'était pas idéale. Non. Puis après, je ne sais pas si c'est...
mes graines d'indépendantisme québécois. Ouais. Je dis là, faut qu'on s'en aille de là. Ouais. Et on a commencé à se structurer parce qu'on a fait les États généraux du hockey. Je sais pas si ça te dit quelque chose, toi. On a fait une grosse réflexion en 2002 que j'avais entamée sur plusieurs sujets. L'arbitrage, le haut niveau, championnat de jeunes, le côté administratif, etc. Où on avait fait une réflexion sur l'ensemble d'une année, comme avec des ateliers, puis on avait fait un livre blanc avec 50 recommandations qu'on avait données à la fédération. C'est ça qu'il faudrait faire qui a été accepté parce qu'à l'époque, ça chauffait un peu à la fédération, puis ils étaient très contents que moi je m'occupe du hockey, puis qu'il n'y a pas. Donc on a structuré les championnats, ça a commencé à être un peu plus. On a mis en place les commissions de contrôle. Puis après, on a commencé à demander un petit peu plus d'autonomie. Et là, ça coinçait. Donc là, c'était un fin de non-recevoir. Et là, on est passé de l'autre côté de la barrière. On était des ennemis. Hein. Oh. Et là, ils m'ont fait la vie dure, mais on n'a pas laissé tomber. Puis à un moment donné, Salt Lake City, en 2002. Oui. Salt Lake City. Ouais. C'est la dernière fois que la France a participé aux Olympiques au hockey. C'est ça? Oui. Je ne sais pas si tu te souviens, corruption des juges, ça concernait des patineurs canadiens. Jamie Sally et David Pelletier. Voilà. Et le coupable, c'était le président de notre fédération. Parce que c'était une juge française. Oui, mais celui qui avait tout manigancé, c'était le président de la fédération. Ah, ça paraît mal. Oui. Et là, les sports de glace. Et là, il s'est mis à être ciblé par le ministère. Et là, moi, j'ai vu une petite fenêtre pour demander l'indépendance. Et, une bonne charge contre la bande à ce moment-là. Et là, j'ai dit, c'est le temps ou jamais. Donc, et là, on a regroupé le hockey parce qu'on avait commencé avec les États généraux à structurer le hockey. Il fallait se montrer unis un peu face à... Et on s'est organisé politiquement. On a fait battre aux élections Gaillagais. C'est la seule fois qu'il s'est fait battre. On avait réuni le hockey, qui était 45% des adhérents de la fédération. Okay. Puis on a ratissé un peu plus large. Et là, on a regagné notre autonomie à l'intérieur de ça. Puis là, on est allé voir le ministre, Jean-François Lameau, et on a dit, pourquoi vous ne voulez pas qu'on s'en aille? Je disais, vous voyez, dans les escrocs avec lesquels on est. Et je me suis fait aider par le président de la fédération, René Fazel, j'ai dit, René, c'est le temps de venir m'aider. Qui est lui, le président de la Fédération de hockey internationale. Qui a toujours poussé pour l'indépendance du hockey. Ouais. Et en plus, qui était assez proche de Jean-François Lameau, notre ministre. Ouais. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, la politique. Paris 2012 était en compétition pour avoir les Jeux olympiques. Ah, d'accord. Et René Fazel était un membre influent de la Fédération internationale. Donc, on a pris tous ces ingrédients-là et paf, le ministre de l'époque a donné son feu vert pour qu'on crée la fédération. Liberté. Voilà. Liberté, fraternité. Et c'est comme ça qu'on a créé la fédération. Ah ouais, timing impeccable. Mais pour revenir, parce que ça pique ma curiosité, c'était quoi qui s'était passé au final, l'histoire de la juge? C'était quoi, en fait, l'histoire derrière... Il y avait eu une espèce d'échange entre les Russes et les Français. Donc, en gros... je vote pour les Russes, mais toi, tu votes pour les... J'imagine, je ne suis pas dans la confidence. Mais grosso modo, c'était ça. C'est ça. OK, parfait. Petits arrangements entre amis. Des fois, c'est encore ça, je pense. Ouais, non, c'est sûr que c'est un sport subjectif. Cela ne nous regarde pas. Non, je sais, mais quand même, ça me rappelait l'histoire. Et mais ça a été un élément déclencheur pour nous. Absolument. Est-ce que tu savais aussi, parce que c'est drôle que c'est relié, je ne sais pas si tu sais, mais David Pelletier, est-ce que tu sais qu'est-ce qu'il fait maintenant? Non. Il est entraîneur de joueurs de hockey. Ouais. Il est entraîneur de patins, je crois qu'il travaille pour les Oilers d'Edmonton. Power skating. Des trucs comme ça. Il y a un phénomène assez récent là-dessus, de quelques années, là, où ils intègrent vraiment les... Puis, parlant des Olympiques de 2002 aussi, c'est une autre affaire que je dois vous demander par rapport au fait que vous êtes... c'est la dernière fois que vous avez été aux Olympiques, puis évidemment, vous travaillez dans la direction de retourner aux Olympiques, de se qualifier. Ouais. Pour les Canadiens, pour nous, être aux Olympiques, c'est un acquis. Je veux dire, on est là à chaque année. On est très peu conscient du processus que ça implique se qualifier pour les Olympiques. On n'a jamais eu à se qualifier. Il y a des épreuves où il y a moins d'équipes. Non, et en plus, premièrement, après Salt Lake City, c'est passé de 14 à 12. Ah, les équipes qui se qualifient ont enlevé 2 postes déjà. Oui. Et pourquoi? Si je fais un petit peu d'histoire, c'est qu'avant, il y avait un premier tour. Et tu te qualifiais pour le deuxième tour, et les joueurs de la NHL, ils arrivaient après, la deuxième semaine. Tiens. Donc, c'était un deal avec la Ligue nationale pour ne pas arrêter la NHL trop longtemps. Ouais.
OK? Mais cette année-là, il y avait un club qui devait faire la première tour, c'était les Suédois. Pas les Suédois, les Slovaques. OK. Et les Slovaques, ils ont attendu pour de pas mettre le nombre de joueurs requis, parce que comme ça, ils se disent on va les avoir au deuxième tour. Sauf qu'ils ont été éliminés à cause de ça. Et l'année d'après, au championnat du monde, qui a gagné le championnat du monde? C'est les Slovaques, avec leur équipe au complet, revanchards, tu sais. Ouais. Et là, et en même temps, la Ligue nationale a toujours poussé les Olympiques, il faut que ça soit plus restreint. Ouais. Et là, on est passé de 14 à 12. En gros, on est passé de 14 à 12 dans la Ligue nationale, pour la Ligue nationale, fait une grosse alors que la différence. Ligue nationale, il n'y était pas cette année. Donc, Non, c'est ça. C'est vrai, ça valait le coup Et du coup, de dresser le tapis rouge. et du coup, la Ligue nationale. ils ont mis en place des barrages, non? Les tirs de barrage? Non, Non, des qualifications. des tournois de Des qualification. rondes de qualification. Ah, ouais, OK. Ouais. Et là, les rondes de qualification, ça se joue en février. Donc, si tu as des joueurs à NHL, tu les as pas. OK. T'es Ce qui sont d'accord. en passant Et les joueurs chez, très importants. chez les deux mieux classés, parmi ceux qui... C'est ça? En gros, c'était 4 poules. Non, parce que après, ça dépend. Parce que les dernières années, en plus, il fallait garder une place au pays. Ça va être, à Pékin, ça va être pareil. Les Chinois qui sont dans les choux, ils vont garder une place pour eux. Et là, c'était les Oui, les Coréens. Coréens. Et c'était pareil pour les Italiens, ils n'étaient pas qualifiés. Hein. Donc, ça dépend qui organise. Donc, ça fait des places en moins. Et ça fait des poules de 4 et que le premier qui passe. Et là, tu joues ça en février. Ouais. Donc, tes joueurs à la NHL. Tu joues ça en février de l'année des Olympiques. Non, l'année d'avant. D'année d'avant, OK. Donc, un an avant les Olympiques. Voilà. Donc les gars, nous, c'est pour ça, on est content qu'ils aient du succès, mais on ne les a pas quand il vient le temps de la qualification. Ils sont des joueurs très importants. Et là, pour, ceux qui jouent en KHL, pas de problème, ils arrêtent le championnat. Puis après, quand on a des joueurs, nous, en Suède, en Finlande, Ouais. eux ne sont pas concernés par les qualifications. Donc, ils jouent jusqu'au dernier moment. Ils arrêtent le championnat. Les gars, ils jouent le mardi. Ils voyagent pour venir rejoindre l'équipe de France. On a un entraînement le jeudi. Puis après, on joue 3 matchs pour notre tête pour la qualification des 4 ans pour les Jeux Olympiques. Ouais. Ouais, souvent, donc, évidemment, à l'étranger, Ouais. en contexte un peu difficile. Et puis, Tu joues contre les Bélarusses, qui eux ont tous leurs joueurs. Ils jouent tous en NHL, Ouais, en KHL, en KHL, et ouais. ils jouent tous, le noyau, ils sont tous en même temps. Puis avec un scénario à chaque fois. Et Et là, c'est frustrant parce que, d'ailleurs, à la Fédération internationale, je reviens souvent avec ça, je dis, on a une compétition si importante, c'est si important pour les clubs, et on joue le machin entre 2 portes. Tu sais, qu'est-ce qu'ils te répondent? Ben, une année, suite à les négociations avec la Coupe du Monde, Ouais. la NHL avait dit, alors, on fera ça en février. En février, en septembre. En septembre, ouais. En septembre. Donc, avant la saison. Oui, et après, ils jouaient la Coupe. Ah, voilà, oui. Et Oui. ils avaient accepté dans le deal de payer les assurances. Le problème, c'est qu'on se retrouve à jouer, et Roussel, il ne le libère pas à Dallas parce que c'est toujours à la bonne volonté du propriétaire. Et Yoann Ovitou, qui jouait à New Jersey, n'est pas libéré. Donc, on a un joueur. C'est Tu sais, Bellemare. Bellemare, c'est Donc- le seul qui était libéré. Les autres n'étaient pas libérés. Puis, puis on se retrouve, les autres, ils font les camps d'entraînement. Bellemare, c'était Et pas les- parce que le coach était le coach des Flyers ou canadiens ou une histoire comme ça, non? Je me rappelle plus, il y avait une histoire comme ça. Non, c'était un truc médical. Tu sais, ils ne voulaient pas le laisser partir. Pas qu'ils se blessent. Bon, bref, c'est frustrant parce Ouais. qu'on n'a jamais défendu nos chances avec notre équipe au complet. C'est que vous battez pour implanter une culture, créer des joueurs de qualité, puis du moment qu'ils deviennent des joueurs de qualité, ils peuvent pas rentrer au bercail pour vous Ouais. défendre. Moi, Donc- je dis toujours, on a qu'à être dans les 8. Comme ça, la question ne se pose pas. Ouais, donc être dans les 8 meilleurs. Les places sont chères, là. Ouais. Ouais, là, ça Et devient... c'est pareil, quand on joue les championnats du monde qui marchent pour le ranking, cette année, Pas tous tes joueurs. on a eu pour la première fois à Paris tous nos joueurs. Ouais. Et tu as vu le championnat qu'on a fait. Tu sais, Et en plus, je pense, il manquait du coup Alexandre Texier non, et puis Non, bon, il- et Bertrand. et Bertrand. Oui, mais Texier était blessé. Tu sais, Est-ce mais que mais Roussel était Texier là? s'est blessé juste avant. Mais je suis oui, pas. oui, je suis- c'est la première fois qu'on avait les joueurs importants. je suis pas loin de penser qu'avec Texier en plus, On saura enfin, jamais. voilà. Non. Et, Trois petits points. Bientôt, dans les prochaines années. Ils vont et tous cette année, on en avait qu'un, Johan. Voilà. Donc, dans le fond, c'est à chaque année aux Olympiques, c'est l'année d'avant. Il faut vous battre dans cette espèce de tournoi bizarrement timé. Et là, si je Mais comprends ça, bien... ça vaut quand même beaucoup mieux, si je peux faire le Ouais. petite parenthèse, que les tournois quand c'était la 2e division
et qu'il fallait se battre pour monter en élite Ouais. internationale, Ok, où là, parce c'était folklorique. Parce que dans le fond, c'est qu'il y a les 8 clubs qui sont assurés. En Il dessous y de a ça, 8 places assurées, après tu te bats pour les autres. après ça, il y a la qualification, huit. puis après, il y a un autre truc en dessous encore. 8, et s'il y a une place pour comme c'était le cas pour la Corée, Ouais. c'est pas 8, c'est 7. OK, parce qu'eux, ils ont leur place de home team, là, si on veut. Donc, Les places sont chères. Et Ouais. là, il y a plein d'équipes qui n'étaient pas aux Jeux Olympiques. Les Danois, Ouais. les Allemands y étaient, mais les 2 fois auparavant, ils sont passés à la trappe. ils c'est- sont allés en finale cette année, Ouais, ils sont allés en Les Allemands, finale. ouais. les Allemands. Les Allemands. Ouais. Donc, si tu regardes le ranking, il y en avait plein qui n'étaient pas là. Hein. Les Slovènes qui jouent en division en dessous, eux, à part Kopitar, mais ça fait un bon moment qu'ils ne jouent pas, eux, ils avaient tous leurs joueurs, puis ils ont eu le temps de faire une préparation. Mhm. Tu sais, si tu as des joueurs qui jouent à l'étranger, tu n'as pas le temps de faire de préparation. Les gars ils arrivent au dernier moment. Mais enfin, ça. Les Donc, calendriers, bref, ça reste un Pour problème. revenir à ta question, Et ça a été crève-cœur en passant aussi, là, juste pour assurer. Les dernières qualifications, ça a été des trucs crève-cœur à la dernière, un début de Ah, dernière 2 fois, un minute. but près, je crois. Là, cette année, on prend un but à 1 minute 10 contre la Norvège. Avant la fin. Ouais. Puis l'année d'avant, à 2 minutes avant la fin, on est qualifié. Puis on se fait égaliser par les Lettons. Et on gagne en prolongation, mais il fallait gagner. Ça s'est joué à. régulier. Donc c'est ça, c'est des trucs. Mais on est condamné à continuer. Mais oui, non, on n'abandonne pas quand même. Non. T'allais dire, Luc, Oui, une fois qu'on a créé la fédération, oui. ça veut dire qu'après, on était maître de nos budgets, de notre politique Oui. à long terme, etc. Ce qu'on n'a jamais pu faire. Donc, on a commencé à... Juste, je vais te donner quelques chiffres, tu vas voir un peu, entre 2006 et maintenant. OK. On a Si ça te commencé... dérange pas, je vais juste avancer ça un petit On peu. a commencé, on avait 2,8 millions de budget. Non, 2,3 millions de budget en 2006. Voilà. On est rendu à 6 maintenant. Parce que 2,3 millions, c'est moins que le budget de certains clubs de Ligue Magnus. Oui. Là, dans ce moment. Ah, Pour- quand pour même. gérer Pour l'équipe tout. nationale. Pour gérer Pour la tout. fédération c'est ça. entière. Ouais. On est rendu à 6. On était 23e mondial. On est allé jusqu'à 11. Là, on doit être 12. Je ne sais plus. Dans Voilà. ces eaux-là. On montait, on descendait, on montait, on descendait. On montait en division 1. Là, on va jouer notre 13e année consécutive en Groupe A. OK. Et le compas, pour mettre en contexte pour les gens. Et l'élite Les internationale. 16 meilleures équipes mondiales. Les 16 OK, donc là, meilleurs. il y a 16 années consécutives. Ok. qu'on C'est est là où tu joues les championnats du donc monde c'est élite. 16 équipes. OK. Ouais. Donc vous êtes, dans le fond, vous êtes au championnat du monde à chaque année. C'est la morale. Ben, les 13 dernières années. C'est ça. Ouais. Donc t'es dans les 16, mais quand il y en a 14 qui passent pour ouais, pour les ouais. JO. Oui, non, ça, je vois, mais vous êtes up there, là, tu sais, pour... Ouais, c'est ça. Puis maintenant, on le voit, parce qu'avant, quand on voulait organiser des matchs amicaux, c'était plus pour nous faire plaisir. Maintenant, C'était des faveurs. ils viennent se préparer chez nous. Hein. Ouais. Tu sais, il y a on une- a battu 2 fois les Canadiens. Il y a dans ces quelques coups années-là. d'éclat, hein, On a battu les Russes, les Russes, ouais. qui étaient sur 14 victoires consécutives. Ouais, vous avez battu le Canada quelques fois dans les championnats du Ouais, monde. ouais. Bon, quelques fois. après, tu vas relativiser. La mais Finlande à là, Paris. cette c'est année, un- c'est un peu cette comme- année, on perd 3-2. Cette année, on prend un but à la fin, mais on fait jeu égal. Parce qu'après, tu peux être 3-2, mais tu dégages le puck, puis tu regardes là. Ouais, Puis ouais. ben là, on fait jeu égal. On joue plus. Avant, on Fessier. regardait le championnat, on disait, bon, là, ça sert à rien de se fatiguer, ça sert à rien de se fatiguer. Là, on joue tous les matchs pour les gagner. Ouais. Là, au championnat du monde à Paris, ouais, ça a été ça. C'est- Ouais. Ouais, parce que ça, il faut en parler, c'est majeur quand même. Le championnat du monde à Paris, ça, c'est en 2017. 2017, ouais. Donc, c'était l'an passé déjà. Ouais. Et ça passe vite. Et puis, ça, c'était... Attends, c'est pas arrivé à Paris par hasard. Là. Il y a eu du Non. travail derrière ça. Comment ça s'est Bon, passé? je continue mes chiffres. Ça revient toujours à la fédération. Oui, je continue mes chiffres. Donc, après, on avait 15 400 licenciés. On vient de passer le cap des 22 000 Ouais. de joueurs formés, de Ouais. joueurs de hockey. Les clubs, ça a augmenté un petit peu, mais les patinoires. Je veux dire, là, je te parlais qu'on avait, pour la première fois de notre plan patinoire, on avait 5 patinoires la même année qui étaient construites. Jamais on a eu ça. Tu sais, jamais. 5 versions la même année. Ouais. Oui, la même année, qui sont en construction. Maintenant, Tu sais, ouais. avec une En double cours. piste. Sauf Nîmes. Mais Ça veut dire Nîmes, quoi, double piste? C'est qu'il y a 2 patinoires? Ouais, comme ici, Ouais, c'est ça. 2 pistes. Donc, C'est- ils viennent, Ce qui change complètement la vie. ouais, hein, c'est franchement. 2 fois plus. Parce qu'au Canada, les patinoires, c'est pour le hockey, mais Ouais. ici, c'est le patinage public, le patinage. Ouais. Tu sais, Ouais, on... séance Il y a de la publique place et pour tout tout le ça. monde. Ah ouais, on doit jouer des coudes, nous, pour se faire Ouais, la ouais. place. Scolaire. Après, les employés,
On avait, dans l'ancienne fédération, on avait 5 temps pleins fédéral. Ou 4 temps pleins fédéral. Puis après, on avait des cadres d'État qu'on séparait avec les autres disciplines. Là, cette année, on a 30 personnes qui travaillent à plein temps pour notre fédération. Une quinzaine d'administratifs. Est-ce que toi, ça t'inclut là-dedans? Non. Oui. Ah non, moi, c'est ça, non, je sais, mais je me demandais si c'est des chiffres. Non. Donc, toi, tu n'es pas un salarié de... OK. Je suis pas un salarié. Donc, on est passé à 30. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'est pas forcément un chiffre, mais comment tout ça avait mené? En fait, comment est-ce qu'on s'est rendu à ce que Paris ait un championnat du monde de hockey? Ça a dû être... C'est qui a eu cette vision, qui a eu cette idée? Et ça remonte à quand que vous avez eu l'obtention de ça, d'ailleurs? En gros, quand on a créé la fédération, tu connais pas ton budget, il faut tout créer. Hein? Les commissions de discipline, on ne se rend pas compte du truc. Hein? Ça n'existe pas. Et là, tout à coup, tu dois faire tu dois tout faire. Les commissions de discipline, tout ton côté administratif avec le ministère, parce que ici, ça reste un peu politique. Hein, ouais. Donc, comprendre un peu comment ça marche, tu as tout ça à faire en même temps. Mais moi, j'avais un truc en tête, c'était ramener le hockey à Bercy. Parce que à l'époque, j'avais été voir un match à Bercy. C'était le Mont-Blanc contre les Français volants. Les Français volants à l'époque, c'était il y avait 13 000 personnes dans la patinoire. Et, il y avait des fois des spectacles de patinage avant pour introduire les matchs. C'est sur la rive sud de Paris, non? C'est complètement... Oui, sud, en s'en allant vers Orly. Oui, c'est ça. Et parce que le hockey avait été absent de Bercy pendant 19 ans. Et moi, je me dis, j'aimerais bien organiser, parce qu'on avait relancé la finale de la Coupe de France, j'aimerais bien organiser un truc là. Ça, c'était notre premier instant de bravo. Il faut juste savoir que les Français volants actuels, ils jouent à Bercy, mais à la cave, en fait, dans une toute petite patinoire en dessous. Okay. À côté. Donc, et on a relancé ça, et je me souviens, c'est que j'étais allé voir le mec de la mairie de Paris, et l'adjoint au sport m'avait reçu, il m'a dit « le hockey, quand vous remplirez la petite, viendrez me voir pour la grande. » Tu sais, super accueil. Donc, mais je connaissais Ventadour, qui était le directeur. J'avais été le voir. J'ai dit, t'as pas une date qui est pas prise? Il m'a dit, peut-être j'ai Johnny, qui a réservé 4 journées. Johnny Holiday. Non. Oui. Qui a organisé un concert pour 4 journées. Il a payé des heures pour 2. Je vais vérifier pour voir s'il prend les autres dates. Il me rappelle, il m'a dit, je pense qu'ils vont prendre la 3e, mais l'autre, il ne prendra pas. Donc, est-ce que ça t'intéresse? Donc, j'ai dit, c'est quand? Saint-Valentin, 14 février, en plein milieu de la semaine, un mercredi, pas bon. On commence à faire nos calculs, combien ça va coûter, et puis on se dit, si on met 8 000, déjà, on va équilibrer, tu sais, et là, on pète de trouille, mais on lance le truc, puis après, on se dit, s'il y a 2 grosses équipes comme Rouen, Amiens, Grenoble, ça va drainer des joueurs, tu sais, on se fait des calculs comme ça. Ouais. Paf, Rouen éliminé, Grenoble éliminé, Amiens, Angers contre Épinal. Tu sais, tout ce qu'il ne faut pas. Tout ce qu'il ne faut pas. Ben, on a rempli. On a mis 12 000 personnes, 12 500 personnes. Les finales de coupe, c'est incroyable. Et je suis allé voir l'adjoint qui m'avait boulé. Là, j'ai dit, vous n'avez pas un truc plus gros parce qu'on va remplir. Et donc, il dit, vous avez rempli? Je dis, oui, on va remplir. Je dis, moi, je pense que j'aimerais bien positionner une date. On voulait nous faire ça un dimanche après-midi, comme ça, les gens ont le temps de venir partir. Et depuis ce temps-là, sauf quand il y a eu les enfoirés, on joue le dernier dimanche de janvier, peu importe les affiches, c'est plein. Et c'est la fête du hockey. On a un tournoi de petits, un peu comme le tournoi Puis oui, mais il y a 40 équipes qui se fait la même fête semaine, puis là, c'est la fête, puis on remplit. Là, ça a commencé à nous donner des idées d'organisation. Même si il fallait un peu d'événementiel. Ouais, ça prenait un peu de promotion, de talent de promotion. C'est ça. Voilà. Après, on a organisé des championnats du monde. On organise des championnats du monde, des moins de 20 ans, des 18, des filles, toutes les années. Et même des fois 2. Cette année, on a organisé les filles, groupe A. Les filles sont montées. Ils vont jouer contre... championnes à domicile. Ils sont dans le top 10 l'année prochaine. L'équipe nationale féminine française. Ouais. Ce qui n'est pas peu dire. D'ailleurs, il y a même quelques filles qui sont au Québec. On pense pour les Canadiennes de Montréal. Il y en a 2. Et puis il y en a 5 à l'Université de Montréal. Quand même. Puis on a nos filles. Ils ont été championnes universitaires canadiennes 3-4 fois avec les Carabins. OK. Et maintenant,
les entraîneurs des Carabins, ils viennent à nos stages pour regarder Spotter, nos filles. Puis nous, ça nous va bien. Tu sais, comme ça, les filles vont là-bas, ils font leur scolarité, ils prennent du truc, puis ils reviennent en équipe nationale. Ce qu'il faut se dire Là, que on a France Saint-Louis qui vient faire nos stages d'été, là, ici. Patin, non? Fait pas des trucs de patin? Oui, mais là, c'est plus un stage des 16, 17, 18 Okay. des filles. Là, puis, on a un accord avec Hockey Canada. Elle vient chapeauter parce qu'il y a des entraîneurs aussi. Oui, faire un peu de la formation aussi. T'es un peu obligé de développer comme ça parce que le championnat féminin, c'est un peu compliqué de le mettre en place en France. ça pousse. Est-ce que ça paraît les filles qui vont jouer en Amérique du Nord qui reviennent? Leur calibre est... Mais j'étais déjà bonne. Ils étaient déjà bonnes, mais je veux dire, est-ce que de jouer avec les Canadiennes, les Américaines, ça aide? Oui, c'est sûr. Puis il y a des gardiennes en Europe aussi qui sont... Puis là, on a solides. des filles, on a trois jeunes à l'université américaine qui sont venus nous chercher. Parce qu'on était champions avec les moins de 18 ans. Okay. On est monté en groupe A avec les moins de 18 ans. Eux s'en vont pour jouer des colleges américains. On en a trois qui sont là-bas. Comme Stéphane Dacosta a fait. On en a en Suède, on en a en Suisse, on en a en Allemagne. Tu sais, Donc les filles, ça se développe. Ouais. Et comme ça. il serait temps parce que là, les Canadiens Mais américains... peut-être qu'ils vont se qualifier pour les Jeux Olympiques avant les gars. Ben, c'est très possible. Surtout que... Ce sera quand même plus chouette d'être chef de délégation avec le hockey présent. Ouais, parce que je vais Ça, c'est un peu, je suis ouais, chef c'est un de peu dur. délégation, mais je suis le seul du hockey. Ouais, c'est ça. Remarque, j'ai plus de temps de m'occuper du reste. Faut dire quand même Enfin. qu'il y avait quand même Charlotte Girard qui représentait le hockey français, arbitre quand même 2 fois aux Olympiques. Ouais. Ben, quand même, faut le dire. j'ai reçu une arbitre canadienne des Olympiques féminines au podcast. Et le problème, c'est que ils n'ont pas le droit d'arbitrer les matchs des pays impliquant leur propre nationalité. Donc, elle est condamnée à jamais arbitrer les finales à cause que c'est le Canada. Elle dit donc, si pour ça qu'ils sont si le souvent hockey peut s'améliorer internationalement et qu'on a d'autres finales que Canada-USA, peut-être que... Je pense pas qu'elle souhaite que le Canada ait non, qu'elle ne soit pas en finale, mais que quand même au moins que ça se développe un peu. Ouais, c'est des problèmes qui ne m'émeuvent pas du tout. Non, mais j'aimerais bien avoir ces problèmes-là, moi. Non, mais ça serait le fun que les autres équipes se développent aussi. Les filles, comme en 2006, je pense que la Suède avait sorti les Américaines. Ouais. Donc, il y a de la place pour les filles qui se développent et puis qui s'en viennent. Mais on a organisé les championnats du monde féminin U18 ou quand on jouait la division à tous les ans depuis la création de la fédération. Sauf en 2006, là, parce qu'on a organisé les championnats 1A quand on a créé la fédération. On a organisé. Ce qui fait qu'on a commencé à se roder à des organisations de matchs internationaux, petit à petit. On a organisé, une année, on a organisé la finale de la Coupe de France. Et on a reçu le Canada, l'équipe canadienne, l'année où ils venaient juste d'être champions olympiques à Vancouver. Ouais. Ils se sont arrêtés, ils ont fait un stage à Paris et on a fait un match dimanche de Pâques. Il faisait 35 degrés, patinoire pleine. On aurait pu vendre je ne sais pas combien de billets en plus. Ils ont fait 4 jours d'entraînement, puis après ils sont partis au championnat du monde. Ah. On a organisé ces 2 fois-là. Puis après... Championnat du monde 2017, la France jouait. Oui. Puis est-ce que Christo jouait sa dernière année? C'est pas sa dernière année. Sa dernière année, c'était l'année dernière. C'était pas au Danemark, c'était à Paris. Il a arrêté à Paris en 2017. C'est ça, c'était sa dernière à Paris. Donc il a fini à la maison. Non, puis les Français sont passés à rien des quarts de finale. Et puis... Connor McDavid était là, quand même, il y avait des grosses pointures. Non, il y avait McKinnon, Giroud, Parayko. Ah non, McDavid n'était pas là. Non, McDavid n'était pas là. Il y avait quand même des grosses pointures. Marner, je pense. Il y avait Mitch Marner. Oui, ça se peut. Mais je pense que c'est pas eux qui ont gagné. Celui en France et en Allemagne? Non, parce que l'année ils sont venus. Ah non, ok, là, ils parlent de. Paris, c'est qui a gagné le Parisien, le championnat? C'est la Suède. La Suède a battu en la finale était en Allemagne. Henrik Lundqvist qui est arrivé tel un sauveur. La finale est en Allemagne. C'est ça, parce qu'ils ont regagné cette année encore, la Suède. Oui. Et pour vous, là, de championnat du monde à Paris, de hockey, et que ça se passe chez vous, quelles sont les retombées, qu'est-ce que vous voyez comme conséquence de ça? Est-ce qu'il y en a? Oui, je vais déjà te dire, parce que c'était la question primaire, comment c'est arrivé. Donc, on a organisé petit à petit, de plus en plus, des événements. Puis, avec la Fédération internationale, on a organisé la Coupe continentale, les finales, plusieurs années. Et quand j'ai créé en 2006... René Fazel m'a dit j'aimerais bien que tu viennes à la Fédération internationale parce que il faut des joueurs de hockey, il faut des plus jeunes. J'étais jeune à cette époque-là. Donc il faut des plus jeunes. Moi je lui ai dit écoute, c'est pas possible, je travaille, puis on vient de créer la fédération, je vais déjà être assez occupé. Puis moi la Fédération internationale, je connais pas, laisse-moi 4 ans, je vais regarder un peu ce que c'est, puis voilà. Donc je fais
de 2006 à 2010. Mais je rentre dans une commission. Je rentre dans la commission compétition parce que je voulais toujours être là. Parce qu'il y avait une petite tendance à réduire, toujours la NHL, à réduire les championnats du monde comme ils avaient fait. Là, je dis, faites pas ça. Tu sais, parce que le hockey, il faut qu'il se développe dans les pays. Il faut pas... je disais toujours, si l'avenir du hockey, du hockey international, c'est la Finlande, on est mal. Hein? La Finlande, il y a 4 millions. Tu peux pas avoir faire jouer les grands-mères de plus de... Tu peux pas avoir plus. Au contraire, il faut aller vers les pays où il y a du potentiel, du développement. Je veux dire, si tu te refermes sur toi en disant, les autres sont pas assez forts, c'est parce que c'était ça. On disait, ouais, mais la compétition, elle est pas bonne. C'est consanguin, c'est pas bon. La Fédération internationale, pour moi, c'est... International. C'est plus de gens dans le monde qui pratiquent le hockey. Donc, il a fallu se battre parce qu'il y avait des tendances à vouloir réduire à 12 équipes même. Donc je suis rentré dans la commission. Puis bon, petit à petit, j'ai commencé à comprendre comment ça fonctionnait. Puis en 2010, René il me dit, j'aimerais bien que tu te présentes au Council. Donc, je suis élu au Council, même très bien, c'était à Tokyo. Et là, il me demande de rentrer dans le comité exécutif avec Bob Nicholson. Donc, on est 5 au comité exécutif. Donc, et là, je suis devenu trésorier de la Fédération internationale depuis 2010. Donc, et là, tu es un petit peu mieux placé pour comprendre et influer un petit peu. Oui. Et puis construire des choses, surtout. Mais l'idée d'organiser les championnats du monde avec les Allemands, elle est venue dans le Competition Committee. On était en Floride. Il y avait organisé, parce que des fois, ça se passait en Suède, des fois en France aussi. Et là, c'était en Floride. Et là, on va en Floride, on travaille. C'est toujours des trucs dans les beaux hôtels, etc. Puis là, le soir, on est reçu par Walter Bush, qui était le président du USA Hockey. C'est la famille Bush. Et là, le soir, on part. Superbe bateau, là, tu sais, comme... et là, on s'en va au large... boire la coupe de champagne avec le soleil qui descend dans le... Et je suis avec Franz Rendel. Et toute l'après-midi, on le président de la Fédération allemande. Président de la Fédération allemande. Et toute l'après-midi, on avait discuté sur la possibilité d'être à 2 pour l'organisation. C'est la première fois qu'on parlait de ça. Parce que moi, je ne sais pas organiser tout seul, mais il y a d'autres pays. Pourquoi qu'on ne ferait pas des co-organisations? Est-ce que de rendre ça possible? Et le soir, on était en train de boire un coup, je ne sais pas combien d'heures, après plusieurs coupes de champagne. Je dis à France, je dis Paris-Berlin, ça a de la gueule. Hein, et c'est comme ça qu'est né cette possibilité. Le retour de l'amitié franco-allemande. Donc, on doit notre histoire. Donc, on doit championnat du monde à l'alcool. C'est ça que c'est ça. C'est enregistré. C'est ça. Donc, bref, est-ce que le championnat s'est emmené à Paris? C'est quand même... Oui, parce qu'on a fallu qu'on se batte. Il a fallu déjà que... Parce que les Allemands, ils étaient courtisés aussi par les Danois pour co-organiser. Ah, OK. Donc déjà, il a fallu se battre pour qu'ils nous choisissent, nous. Ouais, parce que clairement, les Allemands devaient être porteurs quand même puis il y a plus du gros du projet. Oui, mais les Allemands, ça les arrangeait d'être avec nous parce qu'ils avaient organisé en 2010 et ça faisait pas assez longtemps. Donc, il a fallu les convaincre qu'on était les bons partenaires. On est parti avec tout. Puis après, il a fallu... Parce que les Danois, ils étaient avec les Lettons pour l'organisation. Donc, on a eu un vote, on a gagné. Puis là, on a eu 4 ans pour ça. Puis les retombées de ça... quand les retombées, déjà, on avait 4... on visait 4... targets, non? Des cibles. Objectifs. Voilà. On avait 4 cibles. 1, déjà, est-ce qu'on allait être capable d'organiser? Parce que c'était un gros challenge pour nous. On est une petite fédération. L'année d'avant, c'était à Saint-Pétersbourg. Quand tu vois un peu les moyens qu'ils mènent, puis quand tu vois un peu les organisations dans des pays comme ça, où là, nous, on organisait dans un immeuble dans lequel on n'était pas chez nous. Hein. Là-bas, en Russie, ils décident d'organiser. Tout le monde est à plat ventre. Bing, bang, boom, oui. Donc, est-ce qu'on va être à la hauteur d'organiser ça? Est-ce qu'on va avoir du public? Parce que comment t'attires les Français à venir voir des championnats du monde? C'était... Est-ce que ça a fonctionné, finalement? Est-ce que les gens sont venus? On a eu 229 000 spectateurs. Ça a été dans la bonne moyenne des... Non, plus que ça. C'était la 2e plus grosse assistance du 2e venu. Parce que dans notre organisation avec pas être le principal. On était la 2e patinoire. Le premier, c'était Cologne. Qui a une patinoire de les demi-finales 18 600 personnes. Nous, Percy, c'était 13 500.
On était la deuxième patinoire, nous. En fait, tu avais 2 poules. Tu avais une poule en Allemagne, une poule en France. Oui, c'est ça. Et après, quart de finale des 2 côtés et demi-finale finale qu'en Allemagne. OK, c'est ça. Voilà. Donc, vous étiez deuxième, c'est ça. Donc, c'était la deuxième plus grosse assistante de tous les temps, de la deuxième patinoire. OK. C'est nous, on jouait en deuxième division. Et les deux combinés, c'était la deuxième plus grosse assistance commune de tous les temps aussi. Okay. Les seuls qui ont fait plus, c'est Prague. OK. En gros, ça faisait, je vais dire des bêtises, dans les chiffres. Là. Je pense que Prague, c'était 670 000 spectateurs dans les deux patinoires, et nous, c'était 580. Je pense. OK. Ouais. Donc, et en plus, un moment vraiment pas facile, les élections présidentielles en France, on était en plein milieu, nous. Et là, puis surtout ici, quand il y a les élections présidentielles, il n'y a rien d'autre qui existe. Oui, puis le contexte quand même anxiogène qui vous a pas permis de faire de fan zone, qui a été quand même... Les attentats, Champs-Élysées 2 semaines avant, 10 jours avant. Ça, c'est terrible. Ça a été d'ailleurs probablement la plus grande déception, j'imagine, parce que en fait, les gens dans Paris ne savaient même pas qu'il y avait un championnat du monde vraiment, puisqu'il n'y avait pas d'animation autour de la patinoire. Moi, mes parents habitent à Paris, puis sont canadiens, puis j'ai dit à mon père, hey, les championnats du monde à côté de chez vous, il n'était pas au courant que ça se passait. Ouais. Mais tu sais, la politique, en plus, on était en plein dedans, quoi. Pas un peu décalé, là, en plein dedans. Donc, il y a ça, les attentats. Puis là, il y a eu un truc sécuritaire. Normalement, on a une fan zone. C'est la première fois qu'il n'y a pas une fan zone. Hein, parce qu'ils nous demandaient de tels aménagements sécuritaires que là, on n'avait pas les moyens de faire ça. Voilà. Puis après, donc, le public, il y a une petite déception. Je veux dire, parce que, en gros, les gens, on dirait qu'ils venaient voir plus l'équipe adverse que nous. Non, mais... Ils ont ciblé les matchs de l'équipe de France contre les meilleures équipes. On joue contre les Finlandais, c'est plein. Finlande, Canada. En plus, il y avait c'était le vote le dimanche. Hein. Et là, on s'est dit plein. Et comme par hasard, match de folie, victoire de la France extraordinaire. Grand moment. Ouais. Et après, on joue les Tchèques, grosse nation, plein. On joue le Canada. Alors là, on aurait pu vendre la patinoire 2 fois. Là, c'était pas un problème. Puis après, les autres matchs, en semaine, on avait les gens qui venaient un peu le week-end, mais en semaine, on a joué les Suisses qu'on a battus, que c'était une bonne équipe, les Suisses, hein? Ils sont en finale. Donc, on a eu très peur sur le premier match, qui était un match crucial pour la qualification contre une équipe a priori à portée. Et là, public assez mort, pas d'ambiance. La France qui perd, on s'est dit... Ça sent la cata. Et après, il y a eu la Finlande, finalement. Ça peut-être l'un a peut-être provoqué l'autre en partie, mais en tout cas... Bon, bref, on finit avec 4 victoires. Il nous manque un petit point. Puis en plus, il y a eu un concours de circonstances. Bon, on ne fait pas les quarts de finale, mais l'équipe 4 victoires. Puis on a défendu notre bout de gras. On a vu une belle équipe de France. Puis tout à l'heure, on parlait il y avait le côté sportif. On avait tous nos joueurs. Il y avait 2 joueurs qui quittaient. Il y a eu beaucoup d'émotions. Il a terminé. On avait le CIO qui est venu voir les championnats du monde, parce que là, on se battait pour l'organisation de Paris 2024. Ils ont choisi de venir aux championnats du monde. Il y avait Mike Babcock dans les tribunes. Ah oui. Ouais. Donc, j'ai vu la cafétéria. C'est quand que les résultats vont être connus pour 2024? C'est fait. C'est Paris. Donc c'est officiel? Oui, c'est Paris. C'est un secret polichinelle. Oui, parce qu'en fait, il y avait Paris-Los Angeles, puis finalement, ils ont fait Paris 2024, Los Angeles 2028. Ben là, on parle pour les Jeux Olympiques de 2020. C'est ça, c'est énorme. Les Jeux Olympiques d'été. OK, c'est ça, parce que donc ça sera pas... sera pas pour l'équipe de hockey sur glace. Ouais, non, mais quand même. Mais le CIO, quand il a fait sa visite, ils sont venus, le dernier soir contre la Slovénie, ils sont venus voir les championnats du monde. Donc, ça n'explique pas tout le monde aux petits oignons, toute la délégation, tout le monde voulait... Donc, ils ont choisi notre organisation pour venir. Puis je peux... C'est du boulot. Hein. Je vais en parler à mon niveau, parce que j'ai vu absolument tous les matchs en tant que journaliste. C'est un peu compliqué pour s'accréditer, mais ça a été au final. Et je peux dire que vraiment, à notre niveau en tout cas, l'organisation était vraiment impeccable. Et j'ai plusieurs amis, dont un notamment Nicolas, qui fait quasiment tous les championnats du monde depuis un moment. Et franchement, c'est une des très bonnes organisations qu'il a connues. Le Canada, qui est souvent très regardant sur l'habitude. Ils nous ont fait des félicitations. Très bien. Puis, il y a de quoi être fier. Non. On a su organiser. Moi, c'est des matchs de l'équipe de France en semaine que j'ai un petit peu de... on avait 9000, 9500, mais
Tu veux Ça a mettre fallu les chances de remplir. ton côté, ouais. Puis après, on avait un handicap, c'est parce que la fan zone, c'est là que se vend beaucoup de billets. Et nous, on ne pouvait pas le faire. Ouais. Tu sais, puis en plus, il y a des recettes qu'on n'a pas pu avoir parce que c'est les bars du coin qu'eux, ils sont contents des championnats du monde. Hein. Bon, bref. Après, financièrement, écoute, on a juste eu un petit problème qui est pas de taille parce que sinon, on aurait gagné un petit peu de sous et là, on en perd un peu. Mais c'est pas grave parce qu'on a des retombées en sponsoring avec la deuxième, quoique si c'était à recommencer, on recommencerait. C'est qu'ils nous ont demandé des aménagements sécuritaires et là-dessus, le ministère nous a laissé tomber. Parce qu'en gros, on s'est retrouvé avec la préfecture de police. Ils nous ont dit, voilà, il faut bloquer la rue, des machin, double palpable. Il fallait que les gens rentrent. Puis à la fin, ils nous ont dit, ressortent à chaque fois le problème, c'est que nous, on n'a pas le staff pour ça. Il va falloir que vous fassiez appel à des sociétés privées. Okay. Et là où on devait dépenser 150 000 en sécurité, on a dépensé 850 000. Et là, les mecs, ils te disent tous, ah ouais, vas-y, on va regarder après, on va t'aider. En plus, changement de gouvernement, les autres qui oublient ce que les autres avaient. Bon, donc mais si c'était à recommencer, on recommençait. Puis en plus, on a maintenant l'expérience, tu sais, parce que là, c'était haut niveau, on sait qu'on sait faire. Donc, voilà. Et après, les retombées, c'est... Là, on a touché des sponsors internationaux et européens. Quand on vend notre Ligue Magnus, c'est plutôt des mécènes qui connaissent le hockey puis qui veulent... Là, on a d'ailleurs, pour la Ligue Magnus, on a eu un Saxo-Print, c'est des Allemands. On n'aurait jamais touché ces sponsors-là, ces commanditaires-là, si on restait à notre petite organisation nationale. Plus la notoriété quand même, je veux dire, sur notre côté organisationnel. Maintenant, quand on invite des équipes pour des matchs de préparation, pas de problème, hein, ils viennent, ils savent qu'on va bien organiser ça. Puis il y avait même des inquiétudes sur la qualité de la glace, tout ça, et finalement... On a fait ce qu'il fallait, même les problèmes sont arrivés en Allemagne, ils ne sont pas arrivés chez nous. Ouais. Donc, et la dernière... Le nombre de licenciés est encore en progression. Plus chez les filles, là, je ne sais pas pourquoi, là, plus chez les filles, on a touché des bénévoles. Parce qu'on est passé de 100, on avait à peu près 180 bénévoles, pour nos organisations. Maintenant, on en a 400. Qui ont goûté au hockey, qui s'y ont mis après. Oui, puis il y a une bonne animation qui est faite de l'équipe de bénévoles aussi. Plus les médias. Aussi. Oui, certainement, l'attention. Pour la première fois, du coup, l'équipe 21, qui était notre diffuseur, ils ont acheté les championnats du monde. Bon, par contre, ils n'ont pas été terribles après. Oui, ça reste encore un peu... mais quand même, il faut dire qu'avant, nous, on mendiait un peu quand même. Là, on avait 2 qui s'intéressaient. En tout cas, il y a eu un petit éclairage quand même si c'est jamais assez, on est toujours un peu frustrés. Je comprends. Et le fait que ce soit les derniers jeux de Cristobal, les derniers championnats, pour vous, pour le hockey français, j'en ai parlé à Sylvain ce matin, mais pour toi, Cristobal Huet, qu'est-ce que ça représente pour le hockey français? Bon, cette année, il est rentré dans notre temple de la renommée. Hein, il est rentré dans le temple de la renommée. Mais je demandais à Sylvain ce matin, alors qu'il vient de prendre sa retraite officiellement, quand les honneurs, le match, je ne sais pas trop. Premièrement, quand il n'était même pas arrêté, on a créé un espèce de grand prix qui était le joueur qui a... Parce que, indépendamment de sa présence en équipe de France, il a toujours été... Sa femme accouchait, il était là, blessé, pas blessé, contrat, pas contrat. Il a toujours été fidèle à l'équipe de France. Puis une exemplarité, c'est un taiseux. Hein, c'est pas un gars qui est expansif. Hein, mais quand il parle, puis c'est l'exemple par le devoir. Il a toujours été, quand il a gagné la Coupe Stanley, il est allé dans son club à Grenoble pour montrer la Coupe Stanley. Il a pris l'avion avec la Coupe Stanley. Il est venu à Paris, au siège de la fédération. Il a fait des photos. Il a fait tout ce qu'il fallait avec la Tour Eiffel pour le hockey. Il a fait ça de lui-même. Hein. Non, c'est un ambassadeur du hockey français depuis toujours. C'est l'exemple de la fidélité à l'équipe de France et au hockey français. J'ai une idée, c'est peut-être loufoque, mais pour lui rendre hommage, mais il y a des Global Games un peu de la NHL maintenant. Cette année, ils sont dans 3 pays au moins. La Suède, la Suisse, plusieurs. Ce serait quand même...
sympa de faire un Chicago, Ouais. Montréal à Paris, à Bercy. C'est possible. Là, il va rentrer petit à petit dans le staff de la fédération. De l'équipe de France. Pas peut-être cette année, là, mais petit à petit, on a commencé à faire des approches. Là, il vient de signer avec Lausanne. Il va être entraîneur des gardiens de but. Mais on est en train de discuter pour qu'il vienne un peu avec l'équipe de France. On a créé un prix à son nom sur l'exemplarité, le don de soi, des adjectifs ça de long. On l'a donné qu'une fois à Pierre-Édouard Bellemare quand il a donné son trophée. Donc, c'est pas un prix remis annuellement. Non. C'était quand même que des trucs exceptionnels d'un mec qui fait quelque chose. Je sais pas si tu as vu ça au championnat du monde, mais. Donc, c'est vraiment un prix exceptionnel. Là. Ah oui. Au championnat du monde, le match contre la Finlande, c'est ça? Ouais. Pierre-Édouard Bellemare reçoit le trophée d'homme du match. Et il dit non, c'est pas moi l'homme du match, c'est lui, c'est notre gardien, Florian Hardy. Il le fait venir, il lui dit c'est toi. Oui. C'est toi qui vas poser, c'est toi le champion. C'est un grand moment. Il a changé la réponse sur le carton. Il a fait non, c'est pas le bon nom. Non, mais moi, il voulait pas venir parce que, en plus, moi, j'ai dit, c'est qui a choisi le meilleur joueur du match? C'est le gars, il n'a pas vu le match. En plus, c'est Pierre Pousse. Je dis, les gars, vous faites quoi? Et Pierre-Édouard, qui a fait un bon match, hein, mais l'autre, il a fait des arrêts, je veux dire. Fantastique. Il n'y avait pas photo. Et là, il nomme joueur du match. Puis là, les gens, ils scandaient tous le nom de Florian. Il avait déjà choisi les gens. Et là, il ne veut pas venir, lui. Puis Pierre-Édouard, il dit, non, c'est pas moi, c'est lui. Ben, je dis à Pierre, viens. Je dis, qu'est-ce que t'en penses? Je dis, je suis président, j'ai le droit de changer. Hein. Il dit, ouais. Il dit, on va chercher Florian. Donc, il va chercher Florian, il vient, il a laissé sa place. C'était encore plus beau comme ça. Il joue en ce moment, c'est Charles Florian. Et là, il est revenu en France. Il est à Angers. Il était parti où? Oh, il a joué en Autriche, il a joué... En Allemagne. OK. Il n'a jamais été en Amérique du Nord, en fait. Non. OK. Non. Mais c'est lui qui était dans les buts quand on a battu les Russes. Il est spécialiste des Russes. Il faut dire qu'il est dans l'ombre de Cristobal. Et là, c'est lui qui a pris la place de Cristobal. Ouais. Oui, c'est ça maintenant. Et là, c'est la première fois qu'il avait... Puis il était bon. Hein. Il a fait un bon championnat. Il a fait un super championnat du monde. Dû à ta proximité avec René Fazel, qui achève son mandat pour la Fédération internationale de hockey sur glace. La question qui se pose, en fait, c'est que René, c'est peut-être le sujet dont il se fait le plus parler, c'est sa relation avec Gary, j'allais dire Gary, j'étais en France, mais avec Gary Bettman par rapport aux Olympiques, ou laisser les joueurs aller aux Olympiques. Puis on vient de terminer, on est en train on a passé 2018 et les joueurs n'ont pas été aux Olympiques, les meilleurs joueurs au monde. Qu'est-ce qui se passe avec ça entre René Fazel puis la Ligue nationale, les joueurs, Gary Bettman? Le problème, parce que j'ai été au cœur de ces discussions-là en tant que trésorier. Bon. Les joueurs sont venus à Sochi, OK? Et à l'époque, le comité olympique a déboursé, et la Fédération internationale, ensemble, a mis 14 millions d'euros pour faciliter la venue des joueurs de la Ligue nationale. Là-dedans, tu as les assurances, tu as les transports, tu as les invités, les présidents des divers clubs. Toute la patente. Donc, puis dans des conditions, tu sais, c'était... Bon. La présidence du CIO a changé. Comité olympique. Et Thomas Bach a été élu... Thomas Bach avait fait une campagne en disant, c'est scandaleux que le CIO paye... des professionnels, parce que si on fait ça, le basket va faire la même chose, le foot va nous demander un peu la même chose, sauf que Thomas Bach, il a oublié que le hockey, c'est pas pareil, ils interrompent le championnat. Le basket, c'est l'été, il n'y a pas de championnat. Le foot, en plus, il y a une organisation, ils envoient au moins de 23 ans, machin, etc. Mais Thomas Bach était un peu prisonnier parce qu'il a fait sa campagne là-dessus. Donc, il a fait sa campagne là-dessus. Et assez vite, il n'a pas compris le côté majeur de cette difficulté. Parce que pour ceux à qui ils vendent les droits télé, NHL, pas NHL, c'est pas la même chose. Hein. Donc, moi, c'est à cause de ça que je croyais qu'ultimement, les gars allaient y aller, parce que je ne voyais pas qui allait diffuser les matchs. Sauf qu'ils ont négocié, là, je ne sais pas, c'est ZBC, ils ont négocié moi, je dis, c'est pas croyable, ils doivent avoir il doit remettre tant si les joueurs de la NHL y sont, ou il doit avoir un truc. Mais apparemment, non. Ça, j'ai jamais rien compris là-dedans. Donc, nous, à partir du moment où, quelque part,
il faut 14 millions pour faire venir les joueurs de la NHL. Bateman, il est rentré dans un truc en disant on nous respecte pas, on nous aime. Parce que Bateman, il voulait pas y aller. C'est ça. Il Ben oui, parce que attendait lui, qu'il y en ait fait, une représente opportunité les de... propriétaires. Il voulait pas y Les aller. propriétaires n'ont pas d'avantage à laisser aller des joueurs qui risquent de se blesser. Voilà. Et honnêtement, les joueurs se sont pas battus Ça, c'est la deuxième étape. énormément. Ouais, mais Nous, à la Fédération internationale, on a dit on va tout faire pour que ça soit pas une question de pognon. Ouais. On va pas donner la possibilité à Bateman de dire que c'est à cause de l'argent. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a travaillé avec le comité d'organisation. Là, c'est un scoop que je te donne là. Ouais. On a travaillé avec le comité d'organisation pour diminuer les 14 millions que ça coûtait. Et là, Air Corée, en plus, c'est des lignes un peu plus régulières. C'était moins compliqué que d'aller des transits à Sochi. Donc, il y a je ne sais pas combien de lignes. On s'est organisé avec eux, puis on a réglé le financement des voyages. Ça, c'était réglé. 3 millions. 3 millions. 3 millions. Il y avait les billets pour les invités, pour les joueurs, pour les accompagnateurs, machin. Le comité d'organisation a dit, moi, je m'occupe de ça. C'est encore 1 million, 2 millions. Ouais. Puis après, on a dit, nous, on va, on va mettre des sous, nous, Fédération internationale. Les assurances là-dedans? C'est ça, les assurances, parce qu'on a un fonds avec les championnats du monde qu'on met pour payer les assurances. Puis en même temps, on a une rétribution du comité olympique chaque année de 40 millions. Donc, mais les 40 millions, on s'en sert pour payer toutes les organisations et tous les tournois U16, U18, etc. Ouais, c'est pas de l'argent sur l'ensemble des 4 années. Pas de l'argent dans votre poche. Là. Non, C'est non. Ouais. Le CIO, la FIFA, ils engrangent pour avoir des... Puis ils ne dépensent rien pour le sport. C'est des compagnies Mais la privées. Fédération internationale, tu peux lui reprocher là-dessus. Et René Fazel dit toujours, l'argent, il doit aller pour les organisations de hockey. On a un fonds qui est capable de prendre en charge une année dans laquelle, pour une raison ou pour une autre, il y a une guerre, les championnats du monde ne sont pas faits et qu'on est capable de financer. Donc, on a réglé les problèmes financiers et on a même convaincu le CIO, parce que là, à un moment donné, Bach, il a vu que ça allait coincer. Ouais. On a réussi à leur soutirer 6 millions. Mais ils nous ont dit, surtout, vous ne dites pas que c'est pour payer les assurances des joueurs. On va dire qu'on les met à votre disposition, c'est pour le financement du hockey asiatique, parce que les 2 prochaines Jeux olympiques se font à Pyeongchang et tout ça. Bon, nous, on a dit, allez, on encaisse. Peu importe l'étiquette. Et là, on est allé voir Bateman, on a dit, il n'y a pas de problème financier. On a réglé le problème financier. Oui. C'est à quoi Bateman nous a répondu? Donc, Trop tard. J'étais à la conversation. Bateman, il dit à René, il dit ouais, mais quand même, vous mettez de l'argent et c'est pas ce qui va aller pour le développement du hockey. Là, René, parce que il dit, depuis quand tu t'occupes du développement du hockey, toi, c'est faire du pognon. Tu sais, depuis quand tu t'occupes de ça? Tu sais, en fait, on avait réglé le problème financier et là, du coup, il a commencé à retrouver, parce que lui, qu'est-ce que ça m'apporte d'aller là-bas? Il avait plus son gros argument pour donc, dire non. Et là, il s'est retourné vers l'association des joueurs. Il a dit, ouais, mais OK, si nous, on y va, l'association des joueurs, ils font quoi pour ça? Et il dit, bon, par exemple, moi, ce que je voudrais, c'est qu'ils prolongent la convention collective, qui va venir à terme en négociation. Là. Mais ça, c'est, voilà. Il a essayé on de la tout prolonge mélanger. on la prolonge de 2 ans. Aucun rapport. Non, aucun rapport. On la prolonge de 2 ans. Les joueurs vont jamais accepter. Voilà. Et où il y avait un autre sujet aussi, qu'avant, l'association des joueurs était d'accord, mais là, qui n'était plus d'accord, parce que là, ils avaient déjà rentré en négociation pour la convention collective, parce que là-dessus, les joueurs, ils ne se sont pas battus plus que ça, à part 2-3 qui ont parlé, les autres et l'association des joueurs, ils attendaient qu'on fasse tout le boulot, la Fédération internationale. Ça. Moi, ça Donc, m'a beaucoup déçu. Est-ce que vous avez parlé avec Donald Fair? Oui, on a parlé avec Et Donald lui, Fair. qu'est-ce Mais qu'il- Donald Fair, qu'est-ce- lui, il voulait que ça soit nous qui agissions. Tu sais, Faites le heavy lifting, puis nous, on attend. et même nous, on essayait de regarder comment on pouvait aller toucher les joueurs. On disait, les gars, si vous voulez y aller... Il y a quoi? Il y a eu Et- Ovechkin et- un peu. Mais Ouais, Ovechkin, un peu. Vlasic, c'est Ouais, vrai. un ou Vlasic, deux, un mais peu, ça a été, C'est ce que je disais, ça me faisait rire quand il disait, bah non, c'est pas possible, c'est les propriétaires. Mais attends, t'as les 10 plus grandes stars de la NHL qui disent du jour au lendemain, nous, on va au JO, sinon on joue pas, c'est réglé. Hein. Je pense qu'il y a quelque chose, terminé. il y a quelque chose aussi de politique pour les c'est joueurs. pas dit, c'est pas dit. Mais enfin, donc, et là, ça a commencé à être un autre sujet.
Avec raison, les joueurs ont dit, Non. c'est les Jeux Olympiques. Faut pas tout mélanger. Ça a Vous pas mélangez, rapport. c'est pas. Ah, non, c'est ça. Et là, Bateman, il est rentré dans une espèce de blocage, là. Et là, Ouais. voilà. Et là, on a subi. Mais Puis juste- l'association des joueurs, tu sais, c'est pas beaucoup entendu. Hein. C'est plus ceux qui nous appelaient pour dire, alors, poussez-les. Est-ce qu'on y va? Ouais, finalement? ouais. Ouais. Et Et la vraie discussion, c'est que les joueurs ne voulaient pas entamer une discussion. On peut les comprendre. Sur Leur- la convention leur priorité. collective. Et Bateman, il voulait obtenir quelque chose. Et là, dans tout ça, les Jeux Olympiques, et moi, c'est ça que quand je vois la gymnastique qu'on est obligé de faire pour se qualifier, pour aller aux Jeux Olympiques, alors que quelque part, les joueurs de la NHL, ils ne sont même pas. Ouais. Et en fait, Et dans le fond, au final, Batman, lui, peu importe ce qui se passait, il allait trouver un truc pour pas y aller. Oui. Lui, il était dans de mauvaise foi. Ouais, il voulait faire gagnant-gagnant. Il quoi. nous mettait un obstacle, on la sautait, il en remettait un autre et ça aurait été sans fin. Tu sais, Donc, parce que de mélanger convention collective et olympique, ça n'a aucun lien. Là. C'est Aucun. deux ben là, trucs. il essayait de voir. Puis c'est même plus une histoire de Et calendrier est-ce tellement. que tu finalement. penses que les joueurs avaient un réel pouvoir dans tout ça? Tu sais, si Crosby dit, tu sais, les gars vont jamais se mettre dans des positions politiques aussi vulnérables de dire, OK, Les joueurs, ils ont leur contrat. Hein. non, c'est ça, et puis, Non, mais c'est- Ils vont faire une déclaration comme ça, mais quand c'est le temps de faire. Il y avait quelques présidents qui étaient favorables. Tu sais, mais les quand ils se propriétaires, réunissent, les propriétaires, Ouais. pardon. Mais quand ils se réunissent, la majorité. en a c'est rien à Bateman foutre. qui décide. Hein. Mais Batman, comment Batman peut décider alors que Batman est l'employé des propriétaires? C'est ça que je comprends. Oui, mais il a ramené tellement de D'argent. pognon. Hein. Donc lui, dans le fond, c'est le gestionnaire de la Ligue. Il dit, laissez-moi m'occuper de ça. Moi, je juge qu'il faut pas aller Ils là. vont pas le désavouer. Maintenant, hein. il est au temple de la renommée, donc on peut plus toucher. Ça, c'est- Ouais, mais ça dépend de quel côté tu le regardes, parce que si tu lis le dernier livre de Ken Dryden, qui s'attaque au problème des commotions, il y a une personne qui est pointée du doigt, puis c'est Gary Bettman par rapport à son absence de prise de Non, mais responsabilité justement, dans un dossier qui absence. qui va paraître de moins en moins bien avec le temps. justement, son le- absence encore maintenant. Ouais. Oh oui, dans le déni des plus total. le Donc, paradoxe. l'histoire des Jeux Olympiques, c'est ça. Mais là, il va se passer une autre chose, c'est que je pense que dans les négociations avec l'association des joueurs, il va y avoir un volet de participation aux Jeux Olympiques qui va se faire là-dedans. Ça va être intéressant. Ah oui. Mais ceci dit, nous, Fédération internationale, Ouais. on a réuni le pognon là pour faire en sorte, mais c'est Donc, pas quand donc vous de- voulez. Hein. Donc, Ouais. ouais, Donc là, il va y avoir, on n'est pas encore au bout. Hein. Tu sais, parce que là, parce que lui, Fazel, en fait, c'est avec ça qu'il a contre-attaqué en disant, ouais, attends, là, vous dites non quand ça vous tente pas, mais vous allez revenir vous ouais, voulez- c'est pour ça que je souhaite que René continue, parce que c'est le seul qui tient tête à à Batman. Gary Bettman. Mais ça, C'est-à-dire, mais toi, tu devrais avoir les conversations là, il n'y a pas de filtre. Hein. Tu sais, les conversations privées, là. ouf, ben, on se retrouvait Ouais, c'est ça. à négocier, puis même les Ça négociations joue dur. pour la World Cup. Tu sais, donc, Ça joue dur. Ouais, parce que ça Gary aussi beaucoup Bettman, joué, là, ça. l'avocat, parce que c'est un avocat, là, ouais. il est tête dure, là. Ah, c'est Mais plus, c'est le- plus le- que dur. C'est ça. Le public se fait bien manipuler quand même en Amérique du Nord, hein, avec la Coupe du Monde. Ouais, La NHL, mais là, ça a qui pas vaut été- absolument ça rien, n'a pas été un qui a gros pas succès d'histoire, au que- final, la Coupe Ouais. du Monde. Ça servirait. Je pense que c'est eux qui ont mal paru dans tout ça au final. Mais bref. D'ailleurs, il y a un truc de Team Europe, là, juste derrière toi, là, qui avait quand même. Roussel était sur l'équipe, il y avait Bellemare. Non, c'était bien. Pierre-Edouard. Bellemare, ouais. Mm. Non, quand même bien. Ils ont Et surpris par rapport beaucoup. aux Olympiques, l'affaire que je voulais demander, parce que tu sais, dans tout ça, c'était une course contre la montre, vite. Oui, Et mais finalement. c'est toujours comme ça parce que, Ben oui, parce que le tempo, c'est Bateman qui le fixe. ben oui, c'est. Et le problème, c'est que moi, je sais par expérience Ouais. qu'on va être dans le même timing jusque. La seule différence, c'est que c'est Bateman, il veut aller à Pékin. Il voulait pas Ben aller. oui. Il Ça veut fait- aller à Là, Pékin. l'intérêt, il est Ça fait immense toute la pour eux. différence. S'il est de bonne foi ou s'il est de mauvaise foi, Ben, au final, c'est ce qui fait ça. Oui, où ils avaient dit si les Jeux Mais Olympiques là, la sont en Amérique du discussion, elle Nord, va être un peu différente. là. Ouais. Mais Parce est-ce que- que vous avez vraiment du pouvoir? C'est ça, il m'a fait la question. C'est que René dit attends, vous ne reviendrez pas quand vous voulez. Mais la vérité, c'est qu'il va les vouloir, les joueurs de la Ligue nationale. Oui, mais là, si nous, on n'aide pas financièrement à réunir les conditions, Ils n'auront pas plus. personne ne va le faire. Mais là, du coup, la balance Ouais. va être dans l'autre sens. S'ils veulent vraiment y aller, Oui, mais Et c'est. objectivement. Et ça, non, pour autant l'image des Jeux René Olympiques, se il faut qu'il y aille. battait, je veux dire, et vraiment, c'est pas des relations d'amitié. Hein, je sais, Ah, ben, on peut le voir. dans les conférences de presse. mais il est capable, et il était capable, et là, moi, c'est ce qui m'inquiète un peu, c'est que
Je souhaitais qu'il continue à faire un mandat et je pense qu'il le fera pas. C'est le seul qui va être assez costaud pour le faire. Ben après, tu vas me dire... Faut y aller. Voilà. Ça, c'est autre chose. À toi, tu serais payé pour ce rôle-là, par exemple. Et quelque part, je pense que les choses ne se présenteront pas tout à fait pareil. Déjà, le CIO, ça va être en amont. Déjà, les autres, ils vont vouloir y aller. Donc, si l'association des joueurs, s'il n'y a pas de grève, hein, il n'y a pas de grève, parce que ça peut venir perturber un peu le truc. Donc là, on va être dans un calendrier, il y a plus de faisabilité, si je peux dire. Après, il reste réunir les conditions. Est-ce que ça change ta perception de la Ligue nationale de hockey, de Gary Bettman, de tout ça? Quelle est ton impression d'eux maintenant, après avoir vu le processus d'aussi proche? C'est pas une grande surprise. On sait... Non. Non, premièrement, il n'y a pas de surprise. Hein. Je veux dire, parce que déjà, les négociations qu'on a eues pour la World Cup, tu voyais, ils étaient sympas. Hein, nous, ce qu'on voulait faire, nous, et ce qu'on veut toujours faire, c'est bâtir un calendrier sur 10 ans. Et pas être obligé, à chaque fois, toutes les échéances, aux dernières minutes, aller... on veut les emmener là-dedans. Avec la World Cup, tout le monde y trouve embarquer ça, la KHL là-dedans pour que quitte à faire des championnats du monde, et bâtir un calendrier. Parce que le problème, c'est les joueurs, ils sont sollicités quand même. Hein. Tu peux pas multiplier le nombre de matchs, les ligues, etc. C'est les mêmes joueurs. Hein. Et il y a une question de santé aussi. Hein. Il y a une question de santé là-dedans. Donc, ça serait bien de s'arrêter quand même, parce que je pense qu'on est tous concernés par ce sport. Faire un projet sur 10 ans, aux Jeux Olympiques, on s'arrête là, machin, la World Cup ou pas la World Cup, je sais pas. C'est vrai que si aussi, les ligues, etc., les fédérations internationales, les championnats du monde. Et là, on a une organisation qui tient la route pour 10 ans et c'est pas à chaque fois on y va pas. Parce que si on pensait vraiment à la santé des joueurs en soi, la Ligue nationale, ça n'a pas de sens de jouer autant de matchs, honnêtement. C'est complètement dingue. Je veux dire, le nombre de matchs, on sait, c'est pareil en NBA. C'est financier tout ça, c'est la logique. Tant que les patinoires se remplissent, ça marche, mais c'est assez fou le nombre de matchs. Enfin, ça fait combien plus de 90 matchs pour les joueurs qui vont 82 matchs plus. C'est pour ça que quand les joueurs ils finissent leur saison, ils font 80 matchs. Après, ils reviennent, ils jouent dans le club, ils refont une espèce de petit camp d'entraînement d'un mois avant de partir au championnat du monde pendant 2 semaines, 3 semaines. Les gars, il faut qu'ils soient attachés à leur pays, à leur nation. Puis en même temps, des fois, ils arrivent, ils sont pas au mieux de leur forme, ils traînent une blessure, des fois, ils se font critiquer. Il faut comprendre ça. Mais heureusement, on a toujours... on a la plupart du temps des gars qui sont attachés à leur... qui sont des ambassadeurs, qui prennent leur rôle à cœur. Et qui le font. Mais il faut aussi faire la part des choses... Moi, quand les joueurs ils viennent, là, tu dis chapeau parce que tu sais que le gars il va s'embarquer, il est loin de sa famille, il va s'embarquer dans un truc pour son pays, sa fédération pendant un mois et demi. Mais n'empêche que le choix qui a été fait à un moment donné, justement d'arrêter un peu avec les doubles nationalités et des joueurs qui étaient plus ou moins volontaires pour venir une fois de temps en temps, ça a changé la donne parce que ces joueurs-là ils seraient pas venus dans ces cas-là ou quand ça leur chante une fois comme ça. Mais puis l'année olympique, la question qu'on se posait tous quand vous négociez pour avoir les joueurs, c'était c'est jusqu'à quelle date vous aviez réellement pour que je sais quoi la date, les Olympiques, c'était en quoi, février que ça a commencé? En février. En février. C'était quoi? C'est quoi la date? Il y avait déjà un plan A, un plan B, là, avec des calendriers organisés. C'était nous, à chaque fois, on voulait toujours que ça soit avant l'été, puis finalement, les décisions, ils sont toujours prises mi-septembre, fin septembre, maximum. Okay. Ouais. Et à ce moment-là, passer ça, c'était impossible? Ou c'était... Après, ça devenait un peu compliqué. OK. Mais donc, c'est à parce quel moment? Parce qu'en plus, ce qu'on a voulu faire dans le financement, parce qu'on a dit à Hockey Canada, s'il n'y a pas les joueurs dans la NHL, tu vas être obligé de réunir des joueurs, de préparer l'équipe. Ils en ont pour 1,5 million. Ouais. Les Suédois, pareil. Les Tchèques, pareil. Les États-Unis, pareil. Ils étaient d'accord pour mettre dans un pot 1,5 million, qui allait être 1 million, 1,5 million, les équipes concernées. Et là, ça faisait une partie du financement du truc. Oui. Mais eux étaient d'accord, mais ça s'est jamais produit au final. C'était leur participation. Parce qu'en plus de ça, il fallait qu'ils reportent à leur comité olympique. Hein. Oui.
Mais parce que 2022, ça va être. Ça va être bien, mais il y avait quelque chose avec 2018 où évidemment chaque Olympique a son propre timing, mais tu sais, quand tu as un Crosby, McDavid en même temps, Price, il y a quelque chose où tu te dis merde, on n'aura jamais vu ce qui a été peut-être. C'est pas qu'on n'a pas essayé. C'est ça. La morale de l'histoire, c'est que. En tout cas, moi, c'est ce que je veux qu'on retienne. Oui, non, mais c'est ça. Je veux dire, la Fédération internationale, c'est les seuls qui ont mouillé le maillot jusqu'au bout. Ouais. Mais là, pas tout seul. Ouais. Luc, ça a été un plaisir. Je sais pas si on s'est emporté, on a juste fait 15 minutes. Non, on a fait 1h42. Mais c'est ça qui arrive quand la passion embarque le temps. Sylvain, merci. Merci, c'était hyper intéressant. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter au hockey français pour le futur? C'est quoi la prochaine marche? Les Jeux olympiques déjà, parce que on a comment dire, on a touché à tous nos objectifs. Ouais, ça va très bien. Il en manque un. C'est la participation aux Jeux olympiques. On suit ça avec grand intérêt. On espère que vous allez avoir... Même si après chaque qualification, il y a un petit moment de découragement, il n'est pas long, et on se remet au boulot. On va croiser les doigts qu'il n'y ait pas trop d'accidents industriels dans les clubs français non plus. Il y en a de temps en temps, malheureusement encore. Oui, mais ça, c'est chaque année, les feuilletons d'été. Là, donc, mais maintenant, ce qui est bien, c'est jamais mortel. Ouais. On souhaite que... C'est vraiment, il vaut mieux prévenir que guérir. Parce que là, en l'occurrence, je te le dis toi, parce que tu n'as pas pu suivre ça forcément, mais là, il y a en Ligue Magnus, il y a un club validé, première fois, directement, Grenoble. Ouais, mais ça... tous les autres, bon, c'est papier à fournir en plus, etc. Ouais. Mais c'est plutôt une preuve de suivi, de proximité des clubs, on va dire. Ouais. Côté international, on souhaite encore plusieurs joueurs français en Ligue nationale, ou comme on dit en France, en NHL. Ouais, excuse. Non, mais la Ligue, les Français sont plus anglophones que les Québécois. Mais on dit pas NHL, on dit NHL. Non, mais en France, au Québec, c'est même pas NHL, c'est LNH, c'est Ligue nationale de hockey. D'ailleurs, quand mes chums disent « Oh, la NHL ». Ouais, ça. Donc, on veut d'autres. Mais après 2-3 bières, je dis LNH. Ouais, c'est ça. Ouais, après 2-3 bières, tu trouves des idées pour les championnats du monde. Non, mais ça va super bien. Et on souhaite d'autres joueurs NHL et surtout Alexandre Texier, on suit de très proche. Et surtout les autres Alexandre Texier qui s'en viennent. Ouais. Donc, merci Luc, merci Sylvain. Et je me retourne au Canada. Ouais. Bon, salut à tout le monde. J'ai pas pu être là pour le 24 juin. Non, non, mais le 14 je serai pas là pour la juillet, fête du Canada non plus. Ah, mais ça, c'est passé. C'est passé. Non, July 4, c'est les États-Unis. Juillet, c'est Canada, c'était le 1er juillet. Ah, 1er juillet. C'est vrai, 4th of July. Ouais, ça. Et mais par contre, je serai là du 19 au 29. Ah, OK. Bon, mais 14 juillet d'abord. Puis d'ailleurs, je serai aussi à Vancouver parce que je suis chairman depuis 4 ans des championnats du monde junior. OK. Oui. J'étais à Montréal, les 2 années où c'était à Montréal. J'étais à Buffalo, et puis là, je vais être à Vancouver aussi. OK. Bon, ben, on va te revoir. Là, Dave, il faut que tu ailles faire un tour là-bas. Là. Ben oui, c'est ça. Trouve-moi des billets gratuits d'avion, t'es bon pour ça. Et, non, les billets, ça, je peux vous arranger ça. Bon, tu vois, on va y être au premier rangé. On ira faire des podcasts avec... C'est un beau rendez-vous. On va voir tout le monde, avoir la vraie histoire, des vraies histoires. Merci, les gars. Salut. Un énorme merci à Luc Tardif de nous avoir reçu presque 2 heures à discuter dans son bureau, en apprendre plus sur les dessous du comité olympique. Vraiment fascinant. D'ailleurs, on souhaite la meilleure des chances à Paris pour les Olympiques de 2024. Nous allons suivre ça avec grand intérêt. Merci énormément à Sylvain Taillandier. Merci Sylvain de ton aide et de l'avoir orchestré cette rencontre avec la plus grande habileté. Vraiment, ça fait plaisir. Et d'ailleurs, restez à l'écoute. Comme je vous dis, l'épisode avec Sylvain s'en vient plus tard cette semaine. Sinon, je vous rappelle que c'est votre chance jusqu'à vendredi minuit pour aller faire le plein à rabais sur dreadsultape.com. 50% de rabais sur la mission Forsberg. Ça revient à 25 petits dollars pour plus de 15 heures de contenu exclusif. Avec le code FOPPA50, FOPPA50, vous avez la mission Forsberg à 50%, c'est du jamais vu. Et 20% de rabais sur toute la merch, tout ce qui est en vente, hoodie, t-shirt sur dreadsultape.com avec le code DST20. Dreadsultape DST20. Donc, FOPPA50 pour la mission Forsberg, DST20 pour la merch. Go get them, girls! Go get them, and boys. Faut pas non plus commencer, c'est 2018. Puis, donc, désolé pour tout et bonne semaine. Au revoir. Hey, salut. Hey, bye. Hey.